Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Value Assets, cette fois-ci sur le thème des situations matrimoniales et de leurs conséquences patrimoniales. Alors, un titre un peu barbare, je pense pas que ce soit le titre de la vidéo d'ailleurs pour cette raison. Tout simplement, on va comprendre aujourd'hui, et vous allez comprendre à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que ça a comme conséquence patrimoniale, le fait d'être marié, le fait d'être pacsé, le fait d'être en concubinage, au niveau du divorce, au niveau de la transmission, au niveau de la succession. C'est un élément central de la gestion de patrimoine parce que tout le monde est soit marié, soit concubin, soit pacsé. Il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de conséquences et d'impacts patrimoniaux. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, mais en même temps qui touche tout le monde. Donc je trouve ça hyper intéressant, au même titre que le dernier Value Assets que j'ai fait sur la fiscalité de l'immobilier. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, c'est sur ma chaîne. C'est la dernière vidéo qui est disponible. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'encore une fois, ça va être un sujet qui est assez complexe, que je vais essayer de détailler, mais que je vais essayer aussi de rendre accessible pour tous. Ça veut dire que je vais employer des termes techniques, parce qu'il faut employer des termes techniques, mais je vais à chaque fois les définir et essayer de rendre ça le plus clair et le plus limpide possible. Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vais juste me présenter très rapidement. Je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, je suis étudiant dans le master gestion de patrimoine de l'université Paris-Dauphine et en parallèle de ce master-là, je suis alternant banquier privé dans une banque privée pure player depuis le mois de septembre 2024. Et en parallèle de tout ça, je publie du contenu sur les réseaux, donc Insta, YouTube, TikTok, etc. sur principalement la gestion de patrimoine, c'est 80% de mon contenu. Donc j'essaye de démystifier le milieu de la banque privée, le milieu de la gestion de patrimoine. J'essaye de parler non seulement aux étudiants qui s'intéressent à ce milieu-là parce qu'ils ont envie d'exercer dans ce milieu, ils ont envie de devenir banquier privé, ils ont envie de devenir gestionnaire de patrimoine. J'essaye aussi et de plus en plus de parler à quiconque est intéressé par la gestion de patrimoine, mais pour la gestion de son propre patrimoine. Donc le premier value asset, comme je vous ai dit, c'était sur la fiscalité de l'immobilier. Ça sert non seulement aux étudiants qui veulent réviser leurs cours, qui veulent préparer leurs examens, mais ça pouvait tout aussi bien parler à des personnes qui souhaitaient investir en immobilier. Bon, là c'est pareil, les situations matrimoniales et les conséquences patrimoniales, donc tout ce qui est mariage, succession, transmission, etc. Ça peut tout aussi bien servir à des étudiants qui veulent réviser ou se préparer pour leurs examens. Ça peut servir à des jeunes gestionnaires de patrimoine ou des jeunes banquiers privés en fonction. Mais ça peut aussi et surtout servir, je pense, à toute personne qui s'intéresse à la gestion de patrimoine et qui souhaite un jour se paxer, se marier ou tout simplement même être en concubinage. Et quelles implications tout ça aura, quel contrat de mariage choisir, comment ça se passe une succession, comment ça se passe une transmission. C'est un gros sujet et donc trêve de blabla, la petite introduction est faite, je vais rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Alors, même format que le dernier Value Assets, je vais toujours faire des petites maps comme ça. Moi je trouve ça hyper clair et vous avez bien aimé aussi. Donc bon voilà, j'ai tout simplement remis le couvert. Ce cours va s'articuler en plusieurs parties. D'abord on va parler de concubinage, ensuite on va parler du Pax et enfin, et c'est le gros morceau de ce cours, on va parler du mariage et des conséquences patrimoniales de la dissolution de ce mariage. Qu'est-ce qui se passe quand soit un des époux meurt, soit il y a divorce. Voilà, comment ça va se passer au niveau de la succession et de la transmission. Également, on verra à la fin de ce cours la transmission un peu plus en détail, où cette fois-ci, on va se pencher un peu plus sur les petites particularités, que ce soit par exemple, est-ce qu'on a fait un testament ou non, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants ou non. Enfin voilà, on va aborder toutes ces notions-là, qui sont assez intéressantes et en plus pas si compliquées que ça. Mais c'est toujours bon de l'avoir en tête, je pense, et n'importe qui devrait connaître au moins les grandes lignes de ce cours d'aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça va vous être particulièrement utile. J'ai jamais trouvé de vidéo aussi détaillée sur YouTube sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a certains qui font payer ce genre de contenu. Donc on va aller tout droit dans le sujet. On va commencer par le concubinage. Alors le concubinage, ça représente tout simplement une des situations matrimoniales les plus basiques. On a le célibat et ensuite on a le concubinage. Le concubinage, c'est tout simplement le fait d'être en couple. Mais on va voir qu'au regard de la loi, il y a quelques conditions pour être considéré comme concubin. Donc la première condition, c'est la vie commune. Historiquement, on ne peut pas être considéré comme concubin si on ne partage pas le même lit, la même habitation, si on ne vit pas sous le même toit. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il faut que les concubins jouissent d'une notoriété. Donc la loi entend par là le fait de dire que ce statut de concubin est connu non seulement des proches, mais également des différentes institutions, donc des banques, des assurances et autres. En gros, il faut que plusieurs personnes soient au courant de cette union pour que vous soyez considéré comme concubin. Ensuite, troisième critère, c'est la stabilité et la continuité de l'union. Et dernier critère, c'est une union de fait ayant l'apparence d'un mariage. Alors bon, ce critère se rapproche quand même pas mal de la notoriété. Bon voilà, globalement, c'est pas hyper intéressant ici. Ce qu'on va voir surtout, c'est les conséquences patrimoniales du fait d'être concubin. Il n'y en a pas tant que ça, comme je vous ai dit, c'est une des situations matrimoniales les plus basiques. Donc forcément, il y a très peu de conséquences.
Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que monsieur et madame sont concubins. Si monsieur achète un bien, il va être propre, donc c'est ce qu'on va appeler un bien propre, et je définirai ce terme un peu plus loin. Mais globalement, un bien propre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un bien qu'on possède à 100% et qui est détenu uniquement par nous. Si tu achètes un bien, il est à toi. Et si au contraire vous achetez un bien en commun, donc par exemple tu décides d'acheter un appartement avec ta concubine, eh ben, le bien va être considéré comme indivis. Et donc vous allez être considéré comme co-indivisaire, ta concubine et toi. Et donc vous détiendrez en soi le bien à 50-50 en pleine propriété. Bon, en gros, rien de bien foufou. Ceci étant dit, on va passer sur la situation du PACS. Donc le PACS, Pacte Civil de Solidarité, c'est tout simplement une convention qui peut être rédigée soit chez le notaire, soit directement à la mairie. Et il y a quelques règles impératives à ce PACS, donc il y a quelques effets qui émanent de cette situation. La première, c'est l'assistance réciproque. Donc typiquement, si un des pacsés est au chômage, et ben, l'autre pacsé aura un devoir d'assistance envers lui. Le second critère, c'est la vie commune. Typiquement, les deux pacsés doivent vivre ensemble. Et s'il y a un décès, l'autre pacsé a un droit d'occupation du logement pendant 1 an. Le troisième critère, c'est l'aide matérielle réciproque. Alors cette aide matérielle, elle est de fait et par défaut proportionnelle aux facultés respectives de chacun. Donc en gros, monsieur, madame, encore une fois, monsieur ramène beaucoup plus d'argent que madame. Monsieur doit subvenir matériellement à madame à hauteur de ses facultés. Donc évidemment, il va pouvoir subvenir à madame avec une plus grande proportion que l'inverse. Tout simplement parce que madame a moins de revenus. Donc voilà, par défaut, c'est proportionnel aux facultés respectives, mais ça peut être aménagé dans la convention de PACS. Typiquement, vous allez chez le notaire et vous voulez dire que l'aide matérielle doit être égale, et bien alors on pourra dire que madame et monsieur, peu importe leur salaire, peu importe leurs facultés, auront un devoir égal d'aide matérielle réciproque. La quatrième règle impérative qui émane de la situation du PACS, c'est la solidarité des dettes contractées par un des deux époux pour la vie courante. Autrement dit, monsieur va devoir faire un crédit à la consommation pour subvenir aux dépenses du ménage. Alors, il y a une solidarité des dettes qui sont contractées et donc la dette ne va pas être supportée uniquement par monsieur, mais par madame et monsieur. Il y a évidemment des exceptions là-dedans, ça reste des principes. Typiquement, si les dépenses sont disproportionnées ou ne sont pas considérées comme utiles pour la vie courante du ménage, alors ces dettes ne seront pas du tout solidaires et ce sera juste la personne qui a contracté cette dette qui devra la supporter. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un choix du régime à faire. Effectivement, quand on se PACS, on a le choix entre deux régimes. Par défaut et par principe, et ce depuis 2006, le régime qui va être obligatoirement pris, ça va être le régime de la séparation des biens. Sauf décision contraire mentionnée dans la convention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on va chez le notaire et que dans la convention on a envie de dire qu'on choisit l'autre régime, le régime d'indivision, qu'on verra juste après, bah alors c'est tout à fait possible. Mais par principe, par défaut, si on va à la mairie et qu'on fait un PACS comme ça sans rien mentionner de particulier, on va être soumis au régime de la séparation des biens. Ce régime de la séparation des biens a un principe fondateur qui est le principe d'autonomie. Et il y a deux choses qui émanent de ce principe-là. La première, c'est la propriété exclusive des biens personnels. Donc ça se rapproche un peu de ce qu'on disait dans le cadre du concubinage. Si monsieur et madame sont pacsés, monsieur achète un bien, ce bien va être à lui, ça va être considéré comme un bien propre. Donc il va être détenu uniquement par lui. Et deuxième chose, c'est que les dettes sont elles aussi personnelles, sauf celles pour le besoin de la vie courante, c'est ce que je disais juste avant. Si les dettes contractées servent à la vie courante, alors elles deviennent solidaires, mais sinon ces dettes-là sont personnelles. Et donc ça, c'est le régime de la séparation des biens. Et si on choisit d'avoir le régime d'indivision, alors c'est un régime un peu plus différent qui va se rapprocher, et on va le voir par la suite sur les contrats de mariage, mais qui va se rapprocher un peu du régime de communauté. Donc ici, en fait, tous les biens qui vont être acquis avec des fonds perçus pendant le PACS vont être des biens indivis. Donc typiquement, monsieur et madame sont pacsés, monsieur décide pendant le PACS d'acheter une maison. Cette maison a été financée exclusivement par les salaires qui ont été perçus tout au long du PACS. Quand bien même c'est monsieur et uniquement monsieur qui achète ce bien va être considéré comme indivis et donc monsieur et madame seront co-indivisaires à hauteur de 50-50 sur cette maison. C'est un peu ce qu'on voyait juste ici dans les conditions du concubinage, c'est que les biens acquis en commun sont indivis. Bon, et bien ici en fait il y a une présomption de communauté dans le régime d'indivision qui fait que voilà, si monsieur achète le bien seul, il va être quand même considéré comme indivis si, encore une fois, les fonds ont été perçus pendant le PACS. Il y a donc des exceptions qui sont retenues par l'article 515-5 du Code civil qui disent que demeure la propriété exclusive de chaque partenaire, les deniers perçus pendant la vie du PACS et non employés et les biens à caractère personnel. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici non plus. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, mais il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur ce régime d'indivision-là. Il y a quand même un point d'attention à avoir et ça ne dépend pas du régime du PACS, mais ça dépend tout simplement de la situation du PACS. En fait, lorsqu'on est pacsé, on n'a pas de protection du partenaire.
C'est-à-dire que monsieur et madame sont pacsés, monsieur décède, madame, par principe et par défaut, n'aura droit à rien du patrimoine de monsieur, donc du défunt. Il n'y a aucun droit de succession du partenaire dans le cadre du Pacs, et c'est donc pour ça qu'il y a la nécessité de rédiger un testament pour le conjoint survivant qui veut hériter des biens. Enfin, pour le pacsé survivant, pardon. Si monsieur veut qu'à son décès, madame puisse hériter d'une partie de son patrimoine, alors monsieur va devoir rédiger un testament pour inclure madame dans ce testament et que madame touche en effet une partie du patrimoine de monsieur, parce que sans ce testament-là, madame n'aurait rien touché. Et je tiens à noter quand même un petit paradoxe du Code civil ici, c'est que la loi TEPA, qui date de 2007, enfin qui a été instaurée en 2007, prévoit l'exonération du paiement des droits de succession entre époux ou entre partenaires de Pacs. Ça veut dire que lorsqu'on est partenaire de Pacs, si par tout moyen, madame par exemple va hériter du patrimoine de monsieur le défunt, madame ne paiera aucun droit de succession sur le patrimoine qu'elle va toucher. Et pourtant, si on ne prévoit pas de testament, madame ne toucherait rien quoi qu'il arrive. Donc en gros, il y a un petit hiatus à ce niveau-là dans le Code civil, il faut bien le prendre en compte. Si vous êtes pacsé et que vous faites un testament pour madame, alors madame va toucher ce que vous avez mis dans votre testament, donc par exemple la moitié de votre patrimoine, et elle ne paiera, quoi qu'il arrive, et par défaut régie par la loi TEPA, elle ne paiera aucun droit de succession là-dessus. Elle ne va pas payer d'impôt sur cette succession. Par contre, si vous ne faites pas de testament, en fait, certes, il y a la loi TEPA qui prévoit qu'elle ne paierait rien, mais en même temps, si vous ne faites pas de testament, madame ne va rien toucher. Donc voilà, c'est une petite chose à prendre en compte. Et évidemment, cette loi TEPA, comme je l'ai dit, elle vaut non seulement pour les partenaires de Pacs, mais aussi et surtout pour les époux. Et donc ça, on va le voir juste après, on va le voir d'ailleurs tout de suite. On va passer directement au mariage. C'est le gros morceau de ce cours-là. Donc je vais vous demander d'être concentré. C'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Donc je vais essayer d'aller dans le détail encore une fois sans être trop complexe. Le mariage, on va le voir, il y a différents régimes matrimoniaux qui vont pouvoir être choisis. On connaît tous un peu les régimes de nom, de communauté, de séparation de biens et autres. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mariage, c'est un statut légal qui va donc avoir des règles impératives qui vont émaner de ce statut. Je m'explique. Si vous vous mariez, il y aura un régime primaire impératif, donc tout un ensemble de règles qui vont émaner de ce statut de mariage. Donc en gros, peu importe le régime qu'on va choisir après, on le verra, si on choisit un régime de séparation, un régime mixte ou un régime même innommé, donc si on rédige sur mesure notre contrat de mariage, quoi qu'il arrive, on va être soumis à ce régime primaire impératif. Et donc, comme on l'indique, il est primaire parce qu'il passe avant les régimes qu'on va choisir et rédiger, et impératif parce qu'on ne peut pas y déroger, tout simplement. Donc, les effets principaux qui émanent de ce régime primaire impératif sont personnels et pécuniaires. Au niveau des effets pécuniaires d'abord, on a trois principaux. Le premier, c'est la contribution aux charges du mariage. Donc, les époux doivent contribuer chacun aux charges du mariage. La protection du logement familial, on va le voir après, il y a quelques petites subtilités là-dessus, mais en gros, le logement familial est un logement de vie où vit la famille, et on verra que ce logement-là ne reviendra pas forcément à son propriétaire en cas de divorce. Enfin, l'indépendance des époux, donc tout simplement les époux sont indépendants, madame et monsieur ont le droit chacun d'avoir leur compte en banque, leur profession, etc. Il y a une indépendance des époux qui règne. Les effets personnels maintenant, donc les effets personnels, il y a un devoir de communauté de vie, donc les époux doivent vivre ensemble, il y a un devoir de respect, il y a un devoir de fidélité et un devoir d'assistance. Voilà, grosso modo, c'est un peu tous les devoirs qu'il y a. Il y a évidemment aussi des mesures de crise qui sont prévues, notamment une autorisation du juge et une habilitation du juge. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le juge a son mot à dire. S'il y a divorce, s'il y a litige, s'il y a décès, eh bien le juge aura l'habilité de juger justement de certaines mesures qui ont été faites. Notamment, le juge pourra juger en cas de divorce, par exemple, que monsieur a été infidèle à madame, donc il a manqué à son devoir d'infidélité, ou que madame a manqué à son devoir de respect envers monsieur. Voilà, ou toute autre chose. Voilà, tout ça pour dire que le juge a son mot à dire là-dedans et qu'il encadre bien ce cadre légal du mariage-là. Maintenant, la chose la plus intéressante concernant ce mariage, c'est le choix du régime matrimonial. Alors, en France, on a 4 grandes familles de régimes matrimoniaux. Donc, régime matrimoniaux, juste, ça veut dire contrat de mariage. Le mariage, c'est comme le Pacs, dans le sens où quand on se marie, donc on peut aller soit à la mairie, soit chez le notaire. Si on va à la mairie, on aura un régime de mariage qui sera le régime légal et qu'on va voir tout de suite. Mais si on décide d'aller chez le notaire, on va pouvoir rédiger n'importe quel contrat de mariage tant que ça reste, encore une fois, dans les règles du régime primaire impératif. Mais donc voilà, il y a 4 grandes familles de contrats de mariage. Il y a les régimes communautaires, les régimes séparatistes,
les régimes mixtes et les contrats innomés. Première famille, on va voir les régimes communautaires et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce dont je parlais juste avant, qui est le régime légal. Le régime légal, c'est le régime si on n'écrit, si on ne rédige aucun contrat de mariage, on va à la mairie, on se marie à la mairie, on va être soumis à ce régime qui est la communauté réduite aux acquis. Alors, ce régime est le régime légal depuis 1966. Avant cette date-là, c'était le régime qu'on verra juste après, qui est le régime de communauté de meublés d'acquis. Mais voilà, depuis 1966, le régime légal, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Alors, maintenant, il va falloir définir des termes parce que là, comme ça, les acquis, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, on voit que j'ai marqué BP monsieur, BC, BP madame, on ne comprend pas. En France, il y a deux grands types de biens. Premier type de bien, c'est les biens propres. Et j'en ai déjà parlé juste avant, c'est en gros un bien qui t'appartient à toi et toi seul. Deuxième type de bien, c'est les biens communs. Ces biens communs-là sont propres au contrat de mariage. On ne retrouve pas de biens communs dans un pacte ou quand on est en concubinage, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné avant. Ces biens communs-là, qui sont aussi appelés des acquets, biens communs et acquets, c'est des synonymes, ces biens communs-là sont détenus à parts égales par monsieur et par madame. À ne pas confondre avec des biens indivis. Tout à l'heure, je mentionnais les biens indivis dans le cadre notamment du régime d'indivision du Pacs. J'avais dit, si vous achetez une maison à deux pendant le Pacs, vous êtes co-indivisaire et vous détenez à 50-50 en pleine propriété ce bien-là. Alors la différence est subtile à comprendre, mais un bien indivis, c'est pas pareil qu'un bien commun. Quand bien même un bien commun est également détenu à 50-50 en pleine propriété par monsieur et par madame, c'est pas du tout les mêmes conséquences patrimoniales, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, ce bien commun-là, c'est propre au contrat de mariage et ça ne rentre que dans le cadre du contrat de mariage. Et vous allez comprendre juste après avec tous les exemples que je vais donner. Là, ça peut paraître un peu flou, mais ça va être très simple à comprendre, vous allez voir. Ce bien commun-là a des conséquences patrimoniales, notamment dans le cadre de la dissolution du contrat de mariage, donc que ce soit au décès ou au divorce. Alors, revenons simplement à ce régime de communauté réduite aux acquets. La communauté réduite aux acquets définit les biens propres de monsieur, les biens propres de madame et les biens communs. Alors, pour les biens propres d'abord. Les biens propres dans ce régime-là sont constitués des meubles et des immeubles possédés avant le mariage. Typiquement, monsieur et madame se marient en 2015, monsieur a acquis en 2014 une maison, cette maison sera un bien propre de monsieur pendant le mariage parce qu'il a été acquis avant le mariage. Et ça vaut aussi pour les meubles, par exemple, monsieur a acheté une voiture un an avant de se marier, cette voiture sera considérée comme un bien propre de monsieur. Ensuite, deuxième type de bien propre, c'est les meubles et les immeubles reçus pendant le mariage à titre gratuit. Donc, si monsieur a reçu d'une succession ou d'une donation un bien, alors il va être considéré comme bien propre parce qu'il a été reçu à titre gratuit. Monsieur n'a pas acheté ce bien, il n'a pas acquis à titre onéreux, il n'a pas dépensé d'argent pour avoir ce bien, il a reçu ce qu'on appelle à titre gratuit et donc ça va être considéré comme un bien propre. En gros, la logique derrière, c'est de se dire, ok, si je suis marié avec madame, mais que mes parents décèdent et je reçois leur succession, eh bien, ça paraît un peu logique que cette succession-là n'aille pas dans la communauté et n'aille pas dans un bien et ne soit pas considérée comme un bien commun qui serait donc détenu à hauteur de 50-50 entre madame et monsieur. Ça reste une succession, donc on reste dans les lignées, c'est assez facile à comprendre. Ensuite, dernier type de bien propre, c'est les meubles et les immeubles acquis pendant le mariage en emploi ou en remploi de biens propres. J'ai marqué clause entre parenthèses parce qu'il faut une clause pour que cela marche. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si monsieur a acheté une voiture en 2014, monsieur se marie avec madame en 2015, la voiture reste considérée comme un bien propre de monsieur. Si monsieur, en 2017, pendant qu'il est marié avec madame, décide de vendre cette voiture pour en acheter une autre, qui vaut le même prix, on va rester simple. Il vend cette voiture 10 000 balles, il rachète une autre voiture 10 000 balles. La nouvelle voiture qu'il va racheter, elle est rachetée pendant le mariage. Mais comme cet achat est fait grâce à un remploi d'argent de la vente d'un de ses biens propres, donc de la vente de la première voiture, ce bien va être considéré comme un bien propre encore une fois. Voilà, grosso modo, c'est la définition des biens propres qu'on a. Donc il y a trois types de biens propres dans ce régime-là. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les biens communs. Donc comme je l'ai dit, les biens communs ou les acquets, c'est un synonyme, ça veut dire la même chose. Quels sont-ils, ces biens communs, ces acquets ? Et bien tout simplement tout le reste, c'est-à-dire tous les meubles et immeubles qui ont été achetés pendant le mariage, par principe, sauf si on a une clause de remploi ou qu'on arrive à montrer que ces biens-là sont acquis à titre gratuit, donc par une succession ou une donation. Donc par principe, tous les meubles et les immeubles achetés pendant le mariage par un des deux époux est considéré comme un bien commun. De la même manière, et ça c'est ce qui peut étonner au début, les gains, les salaires et les revenus non consommés des biens propres
restent des biens communs. C'est-à-dire que monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquis, donc sous le régime légal. Monsieur et madame, leur salaire tous les mois pendant le mariage vont être considérés comme des biens communs. Donc si monsieur gagne 10 000 balles et que madame gagne 5 000 euros, les biens communs seront de 15 000 euros par mois. Et il n'y a pas de différence qui sont faites en fonction des gains de monsieur et des gains de madame. Tout ça, c'est commun. Et ensuite, les dettes pour les besoins du ménage sont également communes. Ça rejoint à la notion que j'évoquais tout à l'heure avec le PAX, c'est le fait de dire que si on s'endette pour la vie commune, si on s'endette pour acheter une maison qui sera commune, et évidemment ces dettes-là sont solidaires et sont donc considérées comme communes. Pour comprendre un peu mieux tout ce dont je viens de parler, je vous ai mis un petit cas pratique propre au régime légal. Donc dans ce cas, monsieur et madame vont se marier en 2004. Monsieur a acheté une voiture en 2002, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bien propre de monsieur. Et madame achète un appartement locatif en 2005, donc après le mariage. Ils sont mariés en 2004 et en 2005, elle achète un appartement locatif. Par principe et par défaut, ce bien va être considéré comme un bien commun. C'est ce que j'avais mis juste ici. Les meubles et les immeubles achetés pendant le mariage sont par principe des biens communs. Donc cet appartement va être considéré comme un bien commun par principe. Il y a 3 exceptions à ce principe. La première exception, c'est si on arrive à montrer que le bien a été acheté avec des sous d'une donation et qu'il y a une déclaration de remploi, alors dans ce cas-là, le bien va être considéré comme un bien propre de madame. Donc si madame a reçu des sous d'une donation, donc une donation de sa mère par exemple, et qu'il y a une déclaration de remploi qui a été rédigée, alors cet appartement locatif va pouvoir être considéré comme un bien propre de madame. Deuxième exception, si le bien a été reçu par succession. Si cet appartement locatif a été reçu par une succession parce que cet appartement appartenait aux parents de madame qui viennent de décéder pendant le mariage et qu'il y a donc une succession qui a lieu, c'est ce qu'on appelle un bien acquis à titre gratuit, c'est ce que je mettais juste ici. Les meubles et les immeubles reçus à titre gratuit pendant le mariage sont considérés comme des biens propres. Donc dans ce cas-là, cet appartement locatif sera considéré comme un bien propre de madame. Dernière exception à cette présomption de communauté de cet appartement, c'est si le bien lui-même est une donation. Donc si l'appartement est une donation, si la mère de madame par exemple a voulu donner à sa fille cet appartement-là, alors il n'y a pas besoin de déclaration de remploi, l'appartement sera considéré comme un bien propre de madame. Là aussi, c'est assez facile à comprendre. Donc ça, c'est pour ce qui est du régime légal. Donc le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est le régime le plus répandu en France. Mais on va voir que ce régime-là ne s'applique pas et ne convient pas à tout type de personnes. On le verra juste après en abordant les régimes séparatistes. D'abord, avant ça, deuxième régime de communauté possible, et c'est le régime qui était le régime légal avant 1966, c'est la communauté de meubles et d'acquis. On le voit directement la différence, rien que dans le titre. Le premier régime, c'était une communauté réduite aux acquis. Donc, les seuls biens dans la communauté sont des acquis. Ici, les seuls biens communs sont les acquis et en plus les meubles. Et donc, on va le voir, la différence ici avec le régime de communauté légale, c'est que tous les meubles sont communs, qu'ils aient été acquis avant ou après le mariage. Ça veut dire qu'on met notamment en commun toutes les liquidités qu'on avait, donc tous les comptes bancaires qu'on avait avant le mariage sont, suite au mariage, mis en commun. Le fonds de commerce, voilà, on va rendre tous les biens meubles communs en plus des mêmes acquis que j'avais énoncés dans la communauté réduite aux acquis. Donc en plus de tous les meubles et immeubles achetés pendant le mariage, on va rendre donc tous les meubles communs. Ici, vous le voyez sur le schéma, la communauté est donc un peu plus grande. J'essaie de vous imager ça. On le voyait là, les biens propres prenaient un peu plus de place. La communauté rongeait un peu ses biens propres ici, mais pas tant que ça. Et visuellement, ici, on voit que le bien commun, il ronge beaucoup plus les biens propres de chacun, tout simplement parce qu'on va y inclure, comme je viens de le dire, tous les biens meubles acquis avant ou après le mariage. Alors, pour comprendre un peu mieux ce régime, je vais prendre le cas d'époux nés en 1948, tout simplement pour jouer avec le fait qu'avant 1966, le régime légal était le régime de communauté de meubles et d'acquis, et qu'après 1966, le régime légal est devenu la communauté réduite aux acquis. On va voir à chaque fois, pour chaque action, selon si les couples s'est marié avant 66 ou après 66, donc en fonction de si le couple est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis ou le régime de la communauté de meubles et d'acquis, on va voir les différences que ça fait. Donc typiquement, madame a déposé 200 000 euros en 1964. Donc madame a un compte bancaire de 200 000 euros en 1964. Si il se marie en 65, donc sous le régime qu'on vient de voir de meubles et d'acquis, ce bien-là, donc ces 200 000 euros-là, vont être communs. C'est ce que je disais juste avant, on met en commun toutes les liquidités.
Par contre, s'il se marie en 67, donc si le régime légal n'est plus la communauté de meublés d'Ake, mais la communauté réduite aux Ake, ce compte bancaire-là de 200 000 euros reste un bien propre, tout simplement parce que c'est un meuble qui a été acquis avant le mariage. Et donc tout ce qui a été acquis avant le mariage, dans le régime légal actuel, dans le régime de communauté réduite aux Ake, est un bien propre. Deuxième type d'action, madame a déposé 200 000 euros en 1978, donc après le mariage. Bon, ici, qu'on se soit marié en 65 ou en 67, donc peu importe le régime sous lequel on s'est marié, que ce soit celui-ci ou celui-ci, alors les 200 000 euros vont être considérés comme des biens communs, tout simplement parce qu'ils ont été constitués pendant le mariage. Enfin, la résidence principale a été acquise en 1978, donc un immeuble a été acquis après le mariage. Quoi qu'il arrive, encore une fois, ici, pareil, peu importe le régime, ça reste un bien commun parce que c'est un immeuble qui, plus est, qui a été acquis pendant le mariage. Donc tout ce qui a été acquis pendant le mariage devient un bien commun. Juste petite précision quand même, parce que depuis tout à l'heure, donc j'espère que vous avez compris la différence entre bien propre et bien commun, et en fonction de chaque régime, qu'est-ce qui est un bien propre, qu'est-ce qui est un bien commun, etc. Mais ça peut vous paraître un peu flou là tout de suite, l'importance de cette définition-là, l'importance de savoir qu'est-ce qui est un bien commun et qu'est-ce qui est un bien propre. Ça peut vous paraître un peu flou pour l'instant, c'est normal. Ici, je voulais juste établir les différents régimes, mais on verra les implications que toutes ces définitions-là ont juste après en cas de dissolution. Donc tout simplement, en cas de divorce ou en cas de décès, qu'est-ce qui va se passer en fonction du régime? Et il va y avoir d'énormes différences en fonction du régime choisi par les époux au niveau des biens transmis et de la façon dont ils vont être transmis et à qui ils vont être transmis, ça va être extrêmement différent. Donc c'est pour ça qu'ici je rentre pas trop dans le détail pour l'instant, je pose juste le panorama des différents régimes et des différents contrats de mariage qui existent, et ensuite on va comprendre juste après, et ça va être beaucoup plus clair pour vous, mais c'est quand même important d'abord de définir les différents régimes avant de passer à leurs implications patrimoniales. Dernier régime de communauté possible, le plus simple, la communauté universelle. Excusez-moi pour la petite faute de frappe. La communauté universelle, on le voit sur le schéma ici, il n'y a pas de biens propres, il n'y a que des biens communs. Donc en gros, les biens communs sont tous les biens. Tous les biens qui ont été achetés avant le mariage et tous les biens qui ont été achetés pendant le mariage sont considérés comme des biens communs. La seule potentielle exception, c'est s'il y a eu une donation d'un bien avec stipulation expresse, alors ce bien va être considéré comme un bien propre. Donc monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Si le père de monsieur décide de lui donner un appartement et qu'il fait une stipulation expresse, alors ce bien-là va être considéré comme un bien propre de monsieur et ne va pas rentrer dans la communauté. Mais c'est la seule exception, sinon tout le reste, tous les autres biens vont être considérés comme des biens communs. C'est le régime le plus communautaire qui existe. Voilà, globalement on ne peut pas faire plus communautaire que ça. Donc ensuite, deuxième grosse branche des régimes, et c'est, on va voir tout de suite là, le deuxième principal contrat de mariage qui est choisi en France, un des plus répandus, c'est le régime de séparation de biens, ce qu'on va appeler le régime de séparation stricte. Ici, on le voit avec ce schéma, il n'y a pas de bien commun. Donc c'est littéralement l'inverse du régime qu'on vient de voir, de la communauté universelle. C'est ici, il n'y a aucun bien commun et tous les biens sont des biens propres. Et donc ça va s'apparenter un peu à ce qu'on voyait juste avant, si vous vous rappelez, le régime du Pacs, le régime de séparation de biens de Pacs. D'ailleurs, il porte le même nom. Donc ici, on va revoir aucun bien commun. Tous les biens sont des biens propres et les biens qui vont être achetés à deux vont être des biens indivis. Et donc c'est ce que je vous disais, il y a une différence subtile certes, mais il y a une différence et on verra donc les implications encore une fois juste après dans la transmission ou la succession qu'un bien indivis ne se transmet pas pareil qu'un bien commun. Également, donc non seulement les biens sont propres, mais les dettes sont également propres, ce qui permet de protéger le conjoint. Donc c'est pour ça que ce régime est autant choisi par les Français et notamment par les entrepreneurs, et tout simplement parce qu'on le sait, selon certaines formes sociales et juridiques de société, la responsabilité n'est pas forcément limitée. Et c'est tout simplement le régime qu'on conseille, nous, gestionnaires de patrimoine, à n'importe quel entrepreneur, tout simplement parce que les dettes ne seront pas communes. Et on a notamment vu le cas avec Bernard Tapie, typiquement. Bernard Tapie s'était marié sous le régime de la communauté réduite aux Ake avec sa femme. Et donc toutes les dettes qu'il a eues lui avec son activité professionnelle ont par la suite été considérées comme des dettes communes. Là où, dans un régime de séparation, eh bien, toutes ces dettes-là n'auraient pas été communes, elles auraient été propres. Et donc, à son décès, madame, donc sa femme, n'aurait pas eu à rembourser toutes ces dettes-là à hauteur de je ne sais plus combien de millions d'euros. Alors, deuxième type de régime de séparation, en fait, c'est tout simplement le régime de séparation de biens, mais qui est agrémenté d'une petite particularité. Cette petite particularité, c'est ce qu'on appelle une société d'Ake. Comme son nom l'indique, c'est une petite bulle de biens communs au sein d'un régime séparatiste. Donc ici, en fait, tous les biens vont rester propres,
de la même manière que le régime de séparation stricte, hein, tous les biens restent propres, sauf les biens qu'on décide de rendre communs au travers de cette société d'acquis. Alors, société, c'est pas vraiment une société comme on l'entend, hein, c'est juste le nom qui a été choisi comme ça. C'est une société d'acquis, en gros, c'est une bulle de communauté au sein d'un régime de séparation. Donc, en gros, tous les biens vont être propres, sauf les biens indivis, comme le régime d'avant, qui ont été achetés à deux pendant le mariage, ou les biens qui sont apportés à la société d'acquis, qui vont, eux, être des biens communs et non pas des biens indivis. Donc, typiquement, en général, ce que les époux font dans ce cadre-là, c'est de mettre la résidence principale comme un bien commun. Et en gros, ça va permettre, en cas de décès de monsieur, par exemple, ça va permettre à madame de pouvoir vivre dedans et de pouvoir bénéficier de ce bien-là en tant que bien commun, alors que si ça avait été un bien propre, ça aurait été un peu plus complexe. Mais on va voir tout ça en détail juste après. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit cas pratique ici. Donc, si monsieur et madame se marient sous ce régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquis et qui se marient en 97, on va voir différentes actions. Donc, par exemple, madame achète une résidence secondaire à 200 000 euros. Cette résidence secondaire va être un bien propre de madame, par principe, hein, par défaut, parce que tous les biens sont des biens propres. Si monsieur, par exemple, achète la résidence principale, ça va être un bien propre de monsieur. Et donc là, on va pouvoir se dire, comme je l'ai dit juste avant, ok, j'aimerais bien protéger ma conjointe, j'aimerais bien protéger madame en cas de décès. Moi, si je décède ou si on divorce, j'aimerais bien protéger madame sur ce bien commun-là, sur cette résidence principale, parce que c'est notre lieu de vie. Et donc, je vais apporter cette résidence principale à la société d'acquis. Donc, ça va permettre de mettre la résidence principale en bien commun. Ensuite, là, j'ai inséré des petites choses qu'on verra juste après. Il y aura toujours des droits à payer, j'ai dit. On pourra mettre une clause de précipité et autres. Si ça vous dérange pas, on va le voir juste après ça plus en détail. Vous pourrez vous y référer, vous, en téléchargeant cette map. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette map-là est disponible dans le premier lien en description. Vous pouvez télécharger cette map et donc vous aurez accès à toutes ces ressources-là gratuitement. Comme ça, comme c'est un sujet assez complexe, vous pourrez chez vous relire tout ça à tête reposée et revenir sur chaque petit point que j'ai mentionné sans avoir besoin de re-regarder la vidéo. Alors, voilà, ça me fait des vues en moins, mais vous, ça vous facilite la vie, donc ça me dérange pas. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, les gars, c'est beaucoup de boulot. Mettez un petit pouce bleu, franchement, ça m'aide de fou dans le référencement. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça me ferait trop plaisir de la franchir avec cette vidéo. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez aimé. Donnez-moi aussi vos recommandations d'idées sur des sujets de vidéos que je pourrais avoir sous forme de value assets comme ça. Donc ça pourrait être par exemple des sujets financiers sur les produits structurés, ça pourrait être des sujets sur la gestion de patrimoine, sur l'ingénierie patrimoniale. Voilà, ça peut être plein de sortes de sujets différents. Donc n'hésitez pas à me dire, à me donner vos recommandations en commentaire ou en DM Instagram. Je réponds à tous les DM, donc n'hésitez pas encore une fois à me le dire. Ensuite, troisième branche de régimes matrimoniaux, donc troisième branche des contrats de mariage, c'est les régimes mixtes. Alors, le régime mixte, c'est le régime légal en Allemagne et en Suède, mais ça représente en France 3% des contrats de mariage. Donc c'est vraiment un régime qui n'est pas du tout répandu en France, pourtant il est vachement intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce régime, ce qu'on appelle un régime mixte ou un régime hybride, c'est ce qu'on appelle le régime de participation aux acquis. Donc ce contrat va fonctionner de la manière suivante. Pendant le mariage, on va être considéré comme en séparation de biens. Donc on n'aura que des biens propres. Et à la dissolution, donc au divorce ou au décès, alors on va considérer ce régime comme un régime de communauté, donc un peu un régime communautaire au même titre que les régimes de communauté de biens qu'on a vu juste avant. On va en fait tout simplement induire une notion de bien commun alors qu'on avait jusqu'alors déterminé uniquement des biens propres. Donc encore une fois, là aussi je vais le détailler juste après. Je voulais juste vous montrer un peu le fonctionnement, c'est pour ça qu'on appelle ça un régime mixte. C'est le fait de se dire que ok, pendant qu'on se marie et pendant toute la durée de vie du mariage, on va être considéré comme en séparation de biens. Donc on va pouvoir exercer par exemple des activités entrepreneuriales et autres. Et à la dissolution, ça va ressembler un peu plus à un régime de communauté, tout en excluant les dettes qui vont, elles, rester propres. Donc en fait, ce régime-là, si vous voulez, pour faire simple, c'est un régime qui est aussi protecteur que le régime de séparation de biens lorsqu'on est entrepreneur. Donc nos dettes en tant qu'entrepreneur ne vont pas être imputées sur notre épouse. Par contre, c'est un régime qui est un peu plus communautaire à la dissolution, mais on va voir, je viendrai après sur des exemples chiffrés et précis, vous allez tout bien mieux comprendre. Mais voilà, encore une fois, là, je voulais juste exposer le panorama global des différents contrats de mariage. La dernière branche des contrats de mariage, c'est tout simplement les contrats innommés. Donc en fait, c'est n'importe quel contrat. On va chez le notaire, on peut faire des contrats sur mesure. On peut mettre certaines clauses, on peut dire qu'il y a quelques biens communs, quelques biens propres. Enfin voilà, on peut faire exactement tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le principe de liberté contractuelle. On a le droit et on a la liberté de contracter exactement comme on le veut, dès lors que les deux époux sont consentants. Et dès lors, évidemment, hein, qu'on respecte ce régime primaire impératif et donc toutes les règles qui émanent de ce régime-là.
Donc maintenant, vous avez la vision globale sur tous les différents régimes et différents contrats de mariage possibles. Donc il y a les régimes communautaires, les régimes séparatistes, les régimes mixtes et tout le reste. Donc tous les contrats innommés, les régimes sur mesure. Maintenant, on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe en cas de dissolution de ce contrat de mariage en fonction des différents régimes qu'on aurait choisis. Et c'est là que vous allez comprendre justement toute l'importance du choix du contrat de mariage en France. D'abord, on va se pencher sur les régimes communautaires. On va prendre l'exemple classique, le régime légal, le régime de communauté réduite aux acquis. Euh, on va regarder qu'est-ce qui se passe en cas de décès. À chaque fois, je vais prendre le décès de monsieur, je vais garder les mêmes âges et les mêmes patrimoines. Ça va être beaucoup plus simple pour avoir une régularité et pour vous, pour comprendre, ça va être beaucoup plus clair. Donc, à chaque fois, je vais dire que monsieur a 64 ans, que madame a 76 ans, que ici, monsieur a 0 de patrimoine en propre, il a 0 euros de biens propres, madame a 200 euros de biens propres et la communauté est constituée de 1200 euros. Alors, dans ce cas-là, si monsieur décède, au premier décès, monsieur décède, on va regarder l'actif de monsieur. On va se demander, ok, mais monsieur, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qui va être transmis? Monsieur et madame ont peut-être des enfants, comment ça va se passer? Qui va recevoir quoi, etc. Donc on va regarder l'actif de monsieur. L'actif de monsieur, c'est 100% de ses biens propres et 50% de la communauté. C'est pour ça que j'ai mis un trait ici. Ce que je disais tout à l'heure, hein, les biens communs sont considérés comme communs, donc appartenant à parts égales à monsieur et à madame. Donc l'actif de monsieur, c'est 100% de ses biens propres plus 50% de la communauté, donc 50% des biens communs. Monsieur a 0 biens propres et la moitié des biens communs, donc c'est 600. Donc l'actif de monsieur, c'est 600. Donc à ce moment-là, les personnes qui vont hériter de monsieur, ça va être les potentiels enfants de monsieur et madame, mais aussi madame, parce qu'ils sont liés par le mariage, et c'est tout l'intérêt de se marier, c'est le fait de protéger son conjoint. Donc madame, ici, va avoir le choix entre un quart du patrimoine de monsieur, donc un quart de 600, un quart des actifs de monsieur, un quart en pleine propriété, ou la totalité de ce patrimoine-là en usufruit. Alors, c'est normal si vous ne comprenez pas, et c'est pour ça que je vous ai mis des petites ressources juste ici. On va parler de démembrement de propriété. C'est une notion centrale et fondamentale dans la gestion de patrimoine. Dans le droit français, la propriété, donc le droit de propriété, quand je possède cette bouteille, je vais avoir 3 droits sur cette bouteille. Je vais avoir l'abusus, je vais avoir le fructus et je vais avoir l'usus. Bon, la bouteille, c'est pas le meilleur exemple, mais imaginons, je détiens un immeuble. Je vais détenir une maison, je vais avoir ce qu'on appelle l'abusus. L'abusus, c'est le droit de disposer, le droit d'aliéner le bien. Donc, par exemple, j'ai le droit de le vendre. Le fructus, ça va être le droit de percevoir les fruits. Donc, par exemple, dans le cadre d'une maison, si je la loue, j'ai le droit de percevoir les loyers de cette maison. Et enfin, l'usus, ça va être le droit d'utiliser tout simplement le bien. Donc, si j'achète une maison, j'ai le droit de l'habiter. Donc, c'est très simple, ces 3 droits-là constitue ce qu'on appelle la pleine propriété. C'est tout simplement la propriété entière de la chose. Maintenant, ce qu'on va appeler le démembrement de propriété, c'est le fait de se dire qu'on va pouvoir scinder en deux ces droits-là. Donc on va avoir d'un côté l'abusus seul, qui va être aussi appelé la nue propriété, hein, que j'abrège moi en tant que NP. Cette nue propriété-là, c'est donc juste l'abusus, comme on vient de le voir, c'est juste le droit de disposer et d'aliéner le bien. Donc c'est j'ai le droit de vendre le bien, j'ai l'abusus, ce qu'on va appeler la nue propriété. Et on va scinder cet abusus aux 2 autres droits qu'on va mettre ensemble, que sont le fructus et l'usus, et c'est ce qu'on va appeler l'usufruit. Donc usus plus fructus, ça donne usufruit, et qu'on abrège en usu. Ce droit-là, donc ce droit d'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien, donc d'habiter ma maison, et de percevoir aussi les fruits du bien, donc de percevoir les loyers si cette maison je la mets à disposition de quelqu'un d'autre. Donc là vous devez vous dire, ok, c'est très bien Louis, mais à quoi ça sert ce truc-là? Ça sert à quoi de scinder les biens d'une chose? Moi j'ai ma maison, j'y ai en pleine propriété. À quoi ça sert que d'un côté quelqu'un a droit de vendre cette maison et de l'autre côté quelqu'un a droit de l'utiliser et de percevoir les loyers? Donc ça sert à plein de choses, mais ici notamment et principalement à faire des donations à moindre frais. En fait, il faut bien comprendre que chaque droit a une valeur. C'est-à-dire que quand j'ai la pleine propriété d'une maison qui vaut 500 000 euros, bah, ma pleine propriété, mon droit de pleine propriété va valoir 500 000 euros. Mais si maintenant je démembre ce droit de propriété et que je dis que bah, moi j'ai le droit d'utiliser la maison et d'en percevoir les fruits, et que ma femme elle va avoir le droit de vendre la maison, eh bien moi je n'exerce plus qu'un droit d'usufruitier sur ma maison, et donc forcément ce droit-là ne vaut pas 500 000 euros, il vaut moins.
En tout cas, fiscalement, ce droit-là vaut moins. Et de la même manière, ma femme qui, elle a juste le droit de vendre cette maison, mais elle n'a pas le droit de l'occuper et elle n'a pas le droit de percevoir les loyers, eh bien, elle, pareil, de la même manière, son droit-là, il va pas valoir 500 000 euros, il va être largement amoindri. Et donc, en fait, il y a tout simplement un barème qui va être fait. Par exemple, arbitrairement, je vais me dire, ok, la pleine propriété vaut 500 000 balles. Bon, bah moi, j'estime que le fructus et l'usus, ça vaut peut-être 80% de cette pleine propriété et que l'abusus vaut 20%. Donc que la nue propriété vaut 20% et que l'usufruit vaut 80%. Donc voilà, je vais me dire sur les 500 000 balles, ben, ma femme, elle a un droit d'abusus qui vaut 100 000 euros. Et moi, fiscalement, mon droit d'usufruit, je vais le valoriser à 400 000 balles. Dernière chose à comprendre sur le démembrement de propriété, et c'est la chose fondamentale et cruciale, et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant, c'est que à la mort de l'usufruitier ou à la mort du nu propriétaire, l'usufruit va rejoindre la nue propriété sans aucun paiement de droit de donation. Donc en gros, typiquement, si je décide de donner la nue propriété à mon enfant, la nue propriété qui ne vaut pas grand-chose, hein, comme on l'a vu, c'est l'abusus, donc ça ne vaut pas grand-chose, bah, je décide de lui donner ça, eh bien, je vais payer des droits de donation sur la donation de cette nue propriété, mais je vais payer des droits qui sont assez minimes finalement, parce qu'au final, je donne fiscalement que 100 000 balles sur les 500 000, par exemple. Et moi, je vais conserver l'usufruit, donc je vais conserver moi mes valeurs de droit à hauteur de 400 000 balles. Eh bien, je vais donc payer fiscalement des droits de donation sur 100 000 euros, en gros, mais à ma mort, l'usufruit, donc mon droit moi, va rejoindre la nue propriété de mon enfant. Donc mon enfant va devenir plein propriétaire de ce bien-là, sans aucun paiement de droit de succession à ce moment-là, à ma mort. À ma mort, il n'y aura aucun paiement de droit. Les seuls droits qui ont été payés ont donc été les droits sur les 100 000 euros transmis initialement. Donc en fait, vous comprenez qu'une donation en démembrement, c'est le fait de donner la nue propriété et de conserver l'usufruit. Ça a l'avantage de donner des biens à moindre frais, parce qu'on va payer très peu de droits de donation. Là oui, si on décide de donner entièrement le bien, eh bien on va payer des droits de donation sur 500 000 euros, au lieu d'en payer sur uniquement 100 000 euros. Donc maintenant, dernière chose à comprendre sur cette donation en démembrement, c'est que moi, arbitrairement, là, j'ai choisi de dire que la nue propriété valait 20% et l'usufruit valait 80%. Et bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce barème, il n'est pas du tout arbitraire, il est déterminé par la loi et il va dépendre de l'âge de l'usufruitier, donc il va dépendre de mon âge à moi, qui ai décidé de garder l'usufruit, et non pas de l'âge de mon enfant qui a la nue propriété. Qu'est-ce qu'il nous dit ce barème? Il nous dit qu'en fait, au plus moi, l'usufruitier, je suis âgé, au plus la nue propriété a de la valeur. Et au moins donc l'usufruit a de la valeur, hein, parce que les deux combinés à chaque fois font 100%. Donc pourquoi ce barème a été déterminé de la sorte et qu'est-ce qu'on en comprend? Donc ce qu'on comprend en fait, c'est que au plus tôt moi, usufruitier, je vais donner la nue propriété à mon enfant, au moins je vais payer de droits. Pourquoi? Parce que mon enfant va payer des droits de donation sur la valeur de la nue propriété, et donc on le voit là, au plus tôt, donc à moins de 21 ans, la nue propriété vaut 10%. À moins de 31 ans, la nue propriété vaut 20%. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc en fait, moi, le critère que j'ai pris tout à l'heure des 20-80, donc le fait de dire que la nue propriété vaut 100 000 balles et l'usufruit vaut 500 000, vaut 400 000, pardon, et en fait, je m'étais placé dans le cas où moi, usufruitier, j'ai moins de 31 ans révolus. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'au plus on donne tard, au plus on va payer de droits, et au final, nos droits vont se rapprocher d'une donation classique. Parce que typiquement, si je fais une donation démembrée à 92 ans, donc si je donne la nue propriété à mon enfant et que moi j'ai 92 ans, bah en fait, la nue propriété, elle va valoir fiscalement 90% de la valeur totale du bien. Donc en gros, sur les 500 000, elle vaudra 450 000. Mon enfant, il va payer des droits de donation sur 450 000 au lieu de 500 000. C'est pas hyper avantageux. Donc c'est pour ça qu'en fait, on dit et on conseille, nous, quand on est gestionnaire de patrimoine, on conseille aux clients de donner le plus tôt possible en démembrement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme moi je vais garder l'usufruit, en fait je vais continuer de pouvoir occuper le bien, percevoir les loyers, etc. Et en fait, mon enfant, il a l'abusus, donc il a la nue propriété, il a juste le droit de vendre le bien, mais ce droit-là doit se faire en mon accord aussi. Donc voilà, maintenant que vous avez compris le démembrement et la donation en démembrement, je vais revenir sur mon régime communautaire et sa dissolution. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur décède, les actifs de monsieur sont de 600 000 euros. Madame a le choix entre un quart en pleine propriété de ces 600 000 euros, donc elle a le droit à 150 000 euros en pleine propriété sur ces actifs-là, et les enfants ou les autres descendants se partageront le reste, ou elle peut choisir aussi 100% en usufruit, et c'est donc évidemment, vous vous doutez, par tout ce que je viens de dire, le choix qu'on recommande et qu'on recommande de choisir à chaque fois. Donc si madame choisit 100% de l'usufruit, on va regarder son âge. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on regarde l'âge de l'usufruitier pour déterminer la valeur de la nue propriété et la valeur de l'usufruit. Ici, madame a 76 ans. Donc si on reprend le barème, à 76 ans, elle a moins de 80 ans révolus. Donc l'usufruit vaut 30% et la nue propriété vaut 70%.
Donc madame, la valeur fiscale de ses droits s'élève à 180 000, 30% de 600 000. Et l'enfant, par exemple ils ont un enfant, l'enfant va avoir 100% de la nue propriété, et cette nue propriété est estimée à 70%, donc 70% de 600 000, 420 000. Donc fiscalement, c'est comme si l'enfant percevait 420 000 euros de succession. Donc évidemment, il va y avoir des droits de succession à payer là-dessus. Et avant de regarder combien ça va coûter, je vous ai mis ici dans les ressources, pareil, une petite explication de ce qu'on appelle les DMTG, donc les droits de mutation à titre gratuit, qui sont en fait les droits de donation ou les droits de succession. C'est pareil. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces droits-là, le barème et combien ça va nous coûter, ça va dépendre et ça va varier en fonction du degré de parenté. Si on décide de donner 500 000 balles à notre enfant, il ne va pas payer autant de droits que si on décide de donner 500 000 balles à notre pote, par exemple. Donc voilà, le barème va dépendre. Ici, je vais aborder uniquement le barème parent-enfant parce que c'est celui qui rentre dans le cadre de ce cours-là. Donc le barème parent-enfant, il faut savoir que on a un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant qui se renouvelle tous les 15 ans. Donc en gros, tous les 15 ans, votre père et votre mère peuvent vous donner 100 000 euros chacun sans que vous soyez imposé sur ces 100 000 euros. Donc en gros, tous les 15 ans, vous pouvez percevoir 200 000 euros de la part de vos parents sans payer aucun droit là-dessus. Et comme j'ai dit, c'est par parent et par enfant. Donc si vous étiez deux enfants, par exemple deux frères et sœurs, et bien en fait, chaque enfant va pouvoir percevoir 200 000. Donc le parent va pouvoir donner 100 000 à chacun des enfants et les enfants vont pouvoir percevoir 100 000 de chacun des parents. Donc on a un abattement de 100 000 euros qui s'applique et ensuite on va avoir le barème d'imposition des droits de mutation qui est quand même assez élevé, ou en tout cas qui va très rapidement dans les hautes tranches. C'est un barème progressif, ce qui veut dire que jusqu'à 8 072 euros on va payer 5%, de 8 000 à 12 000 on va payer 10%, etc. etc. et ça monte jusqu'à 45%. Si on transmet plus que 1,8 million. Et donc tous ces montants-là sont évidemment après avoir pris en compte l'abattement de 100 000 euros. Donc en gros, jusqu'à 108 072 euros, vous allez payer 5% juste sur 8 072 euros. Voilà, vous avez compris comment ça marche, c'est un barème progressif. Donc maintenant qu'on a vu ça, on revient à notre cas. Vous avez vu, donc fiscalement, c'est comme si l'enfant avait reçu 420 000 euros parce que la nue propriété vaut 70% de 600 000, donc 420 000. On va donc appliquer 100 000 euros d'abattement, donc la part taxable va être de 320 000 euros. Et ici, je vais prendre arbitrairement 20% de DMTG direct, sans prendre en compte la progressivité, sans prendre en compte le vrai barème ici. Bon, on voit qu'on est dans la tranche de 20%, mais normalement, il aurait fallu prendre en compte le fait que jusqu'à 8 000, on paye 5%, de 8 000 à 12 000, 10%, de 12 000 à 15 000, 15%, et au-delà de 15 000, 20%. Dans tous mes exemples, pour simplifier la chose, je vais prendre en compte 20% en flat tax, ça va être plus simple. Et en gros, tout ça pour dire que ici, il y aurait en tout 64 000 euros de droits à payer par l'enfant au décès de son père, donc au décès de monsieur, au premier décès. L'enfant aurait reçu 100% de la nue propriété du patrimoine de monsieur, qui équivaut à fiscalement 420 000 euros, et donc il doit payer 64 000 euros de droits sur cette succession-là. Maintenant, au deuxième décès, lorsque madame va décéder, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme on l'a dit, déjà, l'usufruit va rejoindre la nue propriété sans payer aucun droit. Donc en fait, l'usufruit que madame a pris sur le patrimoine de monsieur vont rejoindre la nue propriété détenue par l'enfant sans payer aucun droit. Donc en gros, in fine, l'enfant aura reçu la totalité du patrimoine de monsieur, donc de son père, en payant uniquement 64 000 euros de droits. Et maintenant, on va regarder et on va s'attarder sur l'actif de madame. Qu'est-ce qui va se passer, enfin comment ça va se passer la succession de l'actif de madame vers l'enfant. Donc l'actif de madame, encore une fois, c'est 100% de ses biens propres, plus 50% des biens communs. Donc ici, elle a 200 000 de biens propres et la moitié des biens communs, donc 600 000, comme monsieur avait. Ce qui fait donc 800 000 euros de patrimoine. On va appliquer ici aussi un abattement de 100 000 euros pour l'enfant. Donc l'enfant va être taxé sur 700 000 euros. J'ai choisi ici arbitrairement 20%, ce qui nous fait 140 000 euros de droits à payer. Et donc au total, sur toute la succession premier et second décès, l'enfant va devoir supporter un coût de 204 000 euros de droits de succession. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup ou peu, on va le comparer après ce coût total au coût total en fonction des différents régimes choisis, et on va voir que ça peut énormément varier au final. Et donc voilà, c'est tout pour ce régime communautaire-là. Comme je l'ai mis, il vaut mieux que le plus vieux décède, car l'usufruit du conjoint survivant plus jeune est plus avantageux. En gros, on l'a vu ici, quand monsieur est décédé et que madame a choisi l'usufruit, on a regardé son âge pour déterminer le barème.
son âge était 76 ans. Donc forcément, la nue propriété était un peu plus élevée. Elle est à 70%. Si ça avait été l'inverse, le patrimoine de madame aurait été transmis à monsieur, donc monsieur aurait choisi l'usufruit. Et sauf que l'usufruit ici aurait été calculé sur l'âge de monsieur. Donc en gros, l'usufruit il aurait été de 10% de moins. Je connais mon barème par cœur, il n'est pas très compliqué en même temps. Mais voilà, l'usufruit, donc il avait moins de 71 ans, l'usufruit aurait été de 40% et la nue propriété de 60%. Et donc, en gros, l'enfant aurait eu une nue propriété de valeur fiscale 60% et non 70%. Et donc, il aurait payé juste 360 000 euros de droit. Enfin, la valeur fiscale de son patrimoine reçu aurait été de 360 000 au lieu de 420 000. Donc, en gros, il aurait payé des droits sur 60 000 balles de moins. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en théorie, il vaut mieux que ce soit le plus vieux des deux qui décède, parce qu'au niveau du barème de l'usufruit, ça pourrait avoir un impact, et donc ça aura un impact in fine sur le montant des droits de succession de l'opération. Donc maintenant, on va voir un second exemple, encore une fois en restant dans le cadre des régimes communautaires, mais cette fois-ci avec une communauté universelle et une clause d'attribution intégrale. Donc comme on l'a vu, la communauté universelle, il n'y a que des biens communs. Ici, j'ai considéré qu'il y avait 1 400 000 euros de biens communs et que c'est encore une fois monsieur qui va décéder. Donc ici, en théorie, sur un régime de communauté universelle, ça se passerait exactement pareil que le régime de communauté réduite aux acquets. En gros, on aurait la moitié des biens communs qui seraient transmis à madame. Madame pourrait choisir l'usufruit ou la nue propriété, enfin 100% de l'usufruit ou un quart de la pleine propriété, etc., etc. Et ça serait le même déroulé. Sauf que ici, pour pas être redondant et pour aborder des notions un peu plus différentes et intéressantes, j'ai mis ce qu'on appelle une clause d'attribution intégrale. C'est d'ailleurs ce qui se faisait beaucoup à l'époque, notamment sur les communautés universelles, et on va comprendre pourquoi. En fait, une clause d'attribution intégrale, donc une CAI, ça va avoir l'impact que aucune succession ne va être ouverte au premier décès. En gros, cas typique, monsieur décède, il y a une clause d'attribution intégrale, donc il n'y a pas d'ouverture de succession. Donc en gros, tout va aller à madame. Donc c'est-à-dire qu'en fait, cette séparation-là, elle n'a plus lieu. La séparation des biens communs n'a plus lieu. Les biens communs étaient communs, et en fait, ils vont devenir des biens propres en soi de madame, sans aucune ouverture de succession, donc sans paiement de droits de succession, sans schéma complexe, etc. Les biens communs deviennent simplement les biens appartenant exclusivement à madame. Donc en gros, madame, à l'issue du premier décès et du décès de monsieur, elle va avoir 1 400 000 euros de patrimoine propre. Et donc l'enfant commun qu'ils avaient ne va rien toucher de cette succession, ne va rien toucher suite au décès de son papa. En gros, tout va aller à sa mère et il va falloir attendre le décès de madame pour toucher la succession du patrimoine de ses parents originels. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Au second décès de madame, la totalité de la communauté revient à l'enfant, puisqu'il n'y a plus que lui comme descendant. Et donc, l'enfant va avoir un abattement de 100 000 euros. Il va payer des droits sur un patrimoine donc de 1 300 000 euros. Et on va estimer aussi ici les droits à 20%, ce qui fait 260 000 euros de droits. Et donc, c'est le coût total, en fait, ici, des droits de succession sur cette opération. Donc, sur la totalité de la succession, il va payer 260 000 euros de droits. Et on voit qu'en fait, c'est largement supérieur à 204 000 qu'on avait juste avant. Et on le comprend très simplement, en fait. C'est tout l'intérêt de la donation en démembrement et de la succession en démembrement, et l'intérêt de choisir, de pouvoir choisir l'usufruit, en fait, au moment de la transmission et du premier décès, parce que ça va réduire notre assiette imposable, parce qu'on va considérer une valeur fiscale de la nue propriété qui va être largement inférieure à la valeur fiscale de la pleine propriété. Et au second décès, la nue propriété va rejoindre l'usufruit, et donc il n'y aura aucun paiement de droit. Et donc on le voit ici, c'est ce que j'ai mis, avec une clause d'attribution intégrale, on paye toujours plus de droits, et donc c'est non seulement pour la raison que je viens d'expliquer, mais en plus parce qu'on ne bénéficie pas deux fois des abattements. Le 100 000 euros d'abattement ici, on peut y bénéficier que et uniquement au second décès, au décès de madame, et pendant qu'on va toucher en fait la totalité de la succession. Alors que dans le cas d'avant, on avait eu premier abattement ici au décès de monsieur et deuxième abattement ici au décès de madame. Et donc forcément, in fine, on a moins de droits à payer. Donc maintenant, on va voir la deuxième grosse branche des régimes qu'on a vu juste avant, c'est les régimes séparatistes. Qu'est-ce qui se passe en cas de divorce ou en cas de décès si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens? Premier exemple, exemple classique, je vais reprendre les mêmes âges, 64 ans, 76 ans. Ici, madame a 800 000 euros de patrimoine propre, monsieur a 600 000 euros de patrimoine propre. Il n'y a aucun bien commun, on est dans un régime de séparation de biens sans communauté d'acquis. Monsieur décède, qu'est-ce qui se passe? Donc on va calculer l'actif de monsieur, 100% de ses biens propres, donc c'est 600 000. Madame va avoir également ici le choix entre un quart de la pleine propriété ou 100% de l'usufruit. Ici, madame va choisir 100% de l'usufruit. Madame a 76 ans, donc exactement pareil, c'est les mêmes calculs. J'ai repris le même patrimoine au final. Donc 30%
c'est la valeur de l'usufruit de madame parce qu'elle a 76 ans, ce qui équivaut fiscalement à 180 000 euros. L'enfant a la nue propriété qui est valorisée au barème à 70% et donc à 420 000 euros. On a 100 000 euros d'abattement, donc la part taxable va être 300 000 euros. On estime arbitrairement 20% de DMTG. L'enfant va devoir payer 64 000 euros. Vraiment, c'est exactement les mêmes calculs, hein. C'est pour ça que je vais assez vite. Donc 64 000 euros de droits payés ici. Qu'est-ce qui va se passer au second décès? Et bien là aussi, c'est exactement pareil et c'est les mêmes calculs que dans un régime communautaire, parce que j'ai repris exactement les mêmes patrimoines. L'usufruit rejoint la nue propriété sans paiement de droit. Donc l'usufruit de madame rejoint la nue propriété de l'enfant sans paiement de droit. Et on va calculer maintenant la transmission de l'actif de madame, qui équivaut à 800 000 euros, parce que c'est 100% de ses biens propres. On impute ici une nouvelle fois l'abattement, donc la part taxable est de 700 000 euros à 20% arbitrairement. On a 140 000 euros de droits à payer. On a un coût total à 204 000 euros, qui est exactement le même coût que dans un régime communautaire. Ici, c'est exactement le même coût parce que j'ai pris le même âge et que j'ai fait exprès de mettre les patrimoines pour que madame ait in fine 800 000 et monsieur 600 000. Comme ici, monsieur avait 600 000 grâce à la moitié de la communauté et madame avait 800 000 grâce à la moitié de la communauté plus la totalité de ses biens propres. Donc voilà, 204 000 euros de droits à payer sur la totalité de l'opération. Maintenant, on va regarder un cas de régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquet pour la résidence principale et une clause de préciput sur cette résidence principale. Donc on va aborder cette notion, vous allez comprendre, c'est assez intéressant. Et c'est aussi là aussi ce qui est souvent pratiqué, hein. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ce n'est pas des exemples tirés par les cheveux ce que je vous mets, c'est très fidèle à la réalité finalement. C'est ce qu'on voit beaucoup nous dans nos métiers. Donc ici, monsieur a 200 000 euros de biens propres, madame a 100 000 et ils ont une résidence principale qui vaut 1,2 million qu'ils ont apporté à la société de l'acquet, donc qui est devenu un bien commun finalement, et ils ont mis une clause de préciput dessus, et on va voir l'intérêt de cette clause de préciput. Donc, premier décès, monsieur, on va regarder l'actif de monsieur, donc c'est la totalité de ses biens propres, donc 200 000, et 50% de la société d'acquet, donc tout comme on aurait mis 50% de la communauté pour le régime communautaire. Sauf que, ici, j'ai dit, on a mis une clause de préciput sur cette résidence principale, qui est l'unique élément constituant de la société d'acquet. Cette clause de préciput, elle agit en fait, finalement, exactement comme la clause d'attribution intégrale, mais sur le bien sélectionné. On l'a vu, dans une clause d'attribution intégrale, il n'y avait pas d'ouverture de succession, et le bien, le patrimoine ici, passait directement chez madame. Eh bien, en fait, pour la clause de préciput sur un bien commun, donc sur la résidence principale ici, qui a été apportée dans la société d'acquet, eh bien en fait, cette résidence principale ne va pas être transmise. Cette résidence principale va passer directement dans l'actif propre de madame. Et il n'y aura pas de droit de succession à payer dessus. En fait, il va faire partie inhérente et intégrante des biens propres de madame. Et donc, on le verra, il y aura des droits à payer sur la succession de cette résidence principale au décès de madame, donc au second décès. Donc, je reviens dans mon cas. On regarde l'actif de monsieur et l'actif qui est transmis. Il y a 100% de ses biens propres, donc 200 000. 50% de la société d'acquet, mais on a mis une clause de préciput. Donc en fait, l'actif successoral, c'est uniquement 100% des biens propres de monsieur. Madame a le choix ici aussi entre 100% de l'usufruit ou un quart de la pleine propriété de cet actif successoral. Elle choisit 100% de l'usufruit. Donc on a vu son usufruit, il est valorisé à 30%. Parce qu'elle a 76 ans, donc il y a 60 000 euros de valeur fiscale de cet usufruit, et l'enfant a 70%, parce que c'est la nue propriété, donc la valeur fiscale est de 70%, qui équivaut à 140 000 euros. Il a donc des droits à payer sur 140 000 euros. On va quand même mettre l'abattement de 100 000, et donc il aura des droits à payer sur 40 000. À 20%, il a 8 000 euros de droits à payer, donc c'est risible. Par contre, on va le voir, au second décès, on va donc calculer l'actif successoral transmis. Au second décès, l'usufruit rejoint la nue propriété sans droit, donc ce qui correspondait en fait au patrimoine propre de monsieur, hein, les 200 000 ici, au final l'enfant va réussir à les détenir à 100% sans payer de droit à nouveau, il aura juste payé 8 000 euros de droit sur le patrimoine de monsieur, enfin de son père, et donc on va calculer cette fois-ci par contre l'actif de madame qui va être transmis à l'enfant. L'actif de madame c'est 100% de ses biens propres plus la société d'acquet et la totalité de la société d'acquet, parce qu'il est passé en fait dans son patrimoine propre. Ce qui donc donne 100 000 euros plus 1 200 000, ce qui fait 1 300 000, qui vont être transmis à l'enfant. L'enfant va appliquer un abattement de 100 000, il y aura donc 1 200 000 de valeur transmise, 20% de droits à payer,
240 000 € en tout. Ce qui va donc mener le coût total de l'opération à 248 000. Et en fait, on le voit, c'est au final ce qui coûte quasiment aussi cher que la communauté universelle. Et en fait, c'est encore une fois ici très simple à comprendre. Si les deux époux avaient mis la totalité de leurs biens dans la société d'Ake, en fait, on aurait eu in fine une société d'Ake qui était valorisée à 1 500 000. Et donc, en fait, il y aurait eu juste des biens communs uniquement et aucun bien propre. Ça correspondrait au final à une communauté universelle. Donc ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, là, l'exemple qu'on a vu, c'est ce qu'on voit beaucoup. Hein, c'est, voilà, je suis entrepreneur, donc je décide de me marier en séparation de biens, mais j'achète une résidence principale. Notre résidence principale, j'ai envie que madame puisse l'avoir à 100% et la détenir à 100% sans avoir d'histoire d'usufruit, de nue propriété, de machin. Eh bien, on la met dans la société d'Ake, on met une clause de préciput sur cette société d'Ake, ce qui permet de ne pas ouvrir de droit de succession au premier décès. Cette société d'Ake est transmise directement dans le patrimoine propre de madame, et cette société d'Ake sera intégrée à l'actif successoral au second décès, donc au décès de madame. Alors juste, la clause de préciput, petite précision, on peut la mettre uniquement sur des biens communs. On ne peut pas la mettre sur des biens propres. Et c'est pour ça qu'on crée cette société d'Ake, pour transformer la résidence principale qui aurait été indivis, un bien indivis, détenu à 50-50 par monsieur madame, en un vrai bien commun sur lequel on peut adjoindre une clause de préciput et donc ne pas ouvrir de droit de succession et transmettre à 100% en pleine propriété sans paiement de droit à madame au premier décès. Enfin, dernier type de régime, on l'a vu tout à l'heure, c'est les régimes mixtes, les régimes hybrides, qu'on appelle le régime de participation aux Ake, qui est le régime légal en Allemagne et en Suède, on l'a vu. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'était assez flou, et je ne suis pas allé dans le détail parce qu'on va y aller maintenant, je vous ai dit que pendant le mariage, ce régime était similaire à un régime de séparation, et qu'à la dissolution, il était similaire et il s'apparentait à un régime de communauté. Bon, et bien là, on va le voir très clairement comment ça fonctionne, pratiquement, parce que c'est vrai que c'était un peu flou. On va regarder tout simplement le patrimoine originaire de monsieur et de madame, donc au moment où ils se sont mariés, on va regarder leur patrimoine, et ensuite on va regarder leur patrimoine final, donc le patrimoine de monsieur et de madame au moment de la dissolution du mariage, donc soit au décès, soit au divorce, et on va regarder tout simplement comment ils se sont enrichis et comment chacun s'est enrichi. Et en fait, on va regarder celui qui s'est enrichi le plus, et celui qui s'est enrichi le plus va devoir une créance de participation à l'autre. Donc typiquement, dans ce cas-là, au moment du mariage, monsieur avait un patrimoine initial originaire de 600 000 €, madame avait un patrimoine un peu légèrement supérieur de 800 000 €, et in fine, à la dissolution du mariage, monsieur s'est enrichi de 600 000 € puisqu'il a un patrimoine final de 1 200 000 et madame s'est enrichie de 200 000 €, donc elle s'est un peu moins enrichie que monsieur puisqu'elle a un patrimoine final de 1 million. Et donc, on va dire que monsieur s'est enrichi le plus, donc il a bénéficié finalement du mariage, on va dire, et il va devoir une créance de participation à madame. Cette créance de participation, on va la calculer très simplement. On calcule de combien monsieur s'est enrichi, donc 600 000. On calcule de combien madame s'est enrichie, 200 000. On va faire la différence d'enrichissement tout bêtement, donc 600 000 moins 200 000, 400 000. Et bien monsieur va devoir une créance de participation de la moitié de cette différence d'enrichissement, donc de 200 000, à madame. Et on dit que monsieur est débiteur de la créance de participation à madame. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'au moment de la dissolution, ce régime-là, c'est un peu comme un régime communautaire, puisqu'on va quand même considérer l'enrichissement qui a été fait grâce au mariage, entre guillemets, qui a été fait pendant le mariage, et une partie va être rétribuée à celui qui s'est le moins enrichi. Donc il y a quand même une notion un peu de communauté, mais il y a deux points d'attention à avoir ici. C'est ce qui va vraiment différencier notamment avec le régime légal de communauté, c'est que si l'un des époux s'est appauvri, il supporte seul cet appauvrissement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un régime de participation aux acquis et non pas de participation aux dettes. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement approprié aux entrepreneurs, parce que on va bénéficier de l'enrichissement, mais on ne va pas être touché par l'appauvrissement de l'un des deux partenaires. Parce que si monsieur, là par exemple, il avait fait faillite et que monsieur il était à moins 500 000, et bien en fait, madame n'aurait pas, enfin, les dettes de monsieur, les moins 500 000 par exemple, n'auraient pas été imputées à madame. Et madame n'aurait pas vu son patrimoine, in fine, baisser. Donc en fait, c'est particulièrement propice et approprié pour des entrepreneurs qui veulent tout de même avoir une notion un peu de communauté dans le mariage. Et à la place de faire une société d'acquis qui permet d'avoir une bulle de communauté, bah, ils préfèrent faire un régime mixte qui est quand même, attention, je le dis quand même, très complexe à mettre en place parce que très complexe à estimer. En fait, le patrimoine originaire est estimé à la fin, donc à la dissolution du mariage. Donc on regarde en fait rétroactivement
à combien était le patrimoine initial et on va regarder à combien est le patrimoine final, etc. Donc ça pose vraiment des questions assez complexes d'estimation et donc il y a beaucoup de démarches administratives à faire. C'est pas du tout un régime très simple à estimer et à valoriser. Mais bon, ça reste le régime légal en Allemagne, donc je sais pas trop comment ils font, mais bon, c'est comme ça. Et donc deuxième point d'attention, mais qui est un peu moins intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'un bien du patrimoine originaire n'est pas conservé, par exemple lorsqu'il est vendu, le prix de vente prend sa place, on parle alors de subrogation réelle. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, comme le patrimoine originaire est estimé au moment de la dissolution, et non pas vraiment au jour du mariage, on va regarder au moment de la dissolution à combien était le patrimoine originaire au moment du mariage. Et donc si, imaginons, au moment du mariage, on avait une maison et autres et qu'on l'a vendue entre-temps, en fait, on va regarder le montant auquel on l'a vendu en regardant rétroactivement la dépréciation, etc. Enfin bref, c'est un bordel. Mais voilà, en gros, c'est pour dire que le patrimoine originaire est calculé au moment de la dissolution en regardant a priori, du coup, rétroactivement, quoi. Voilà, c'en est tout pour la dissolution du mariage et l'impact du choix du régime matrimonial sur le patrimoine et sur les droits de succession à payer. On l'a vu, hein, il y a quand même des grosses différences. Là, c'est pas des patrimoines immenses que j'ai pris, et en plus, j'ai été très arbitraire sur les DMTG à appliquer, etc. Mais ça varie quand même entre, par exemple, 204 000 et 260 000. Donc il y a quand même déjà, rien que là, 56 000 balles de différence sur le même patrimoine, hein, sur le même montant. Hein. Là, il y avait 1,4 million de patrimoine, et là aussi. Hein. Donc voilà. Donc en gros, plus on va être communautaire, au plus il y aura de droits à payer, mais au plus on va protéger son conjoint, hein, forcément. Et donc là, on pourrait se dire, ok, là on l'a vu, c'est à la dissolution, donc que ce soit au décès ou au divorce, mais en fait, au divorce, il y a quand même quelques petites particularités en plus à prendre en compte. C'est qu'il va y avoir notamment deux notions à regarder, c'est les prestations compensatoires et l'attribution du logement familial. Alors, s'il y a divorce, ça va se passer exactement de la même manière que je viens de le voir, hein, pour le patrimoine, ça va être séparé exactement pareil, ça va être calculé exactement pareil, etc. Mais en plus, il va y avoir des prestations compensatoires qui vont être calculées, euh, peu importe le régime, hein, et on peut être en régime de séparation de biens, des prestations compensatoires vont pouvoir être calculées. Ces prestations compensatoires ont pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Autrement dit, monsieur est extrêmement pauvre, madame est très riche, il se marie. Monsieur profite du salaire de madame, profite de la vie que lui offre madame de par le mariage, euh, même s'ils sont mariés en séparation de biens, hein, il profite de ça parce que voilà, madame va lui payer plein de choses, elle va lui donner un logement excellent, etc. etc. Eh bien, au moment du divorce, s'il divorce, madame va devoir des prestations compensatoires à monsieur pour compenser la perte du niveau de vie que monsieur subit suite à la rupture du mariage. Ouais, c'est un peu lunaire, mais en gros, on comprend ici que même si on est en séparation de biens, eh bien, si on a permis à notre époux d'avoir un rythme de vie et un niveau de vie assez élevé, eh bien, au divorce, si cette personne-là retourne à sa condition initiale qui était inférieure en termes de richesse à la nôtre, eh bien, on va lui devoir de l'argent pour la rétribuer et contribuer au fait qu'elle maintienne le train de vie qu'elle a connu quand elle était avec nous. C'est un peu à se marcher sur la tête, mais c'est bien, bel et bien réel, ça existe. Et ces prestations compensatoires-là peuvent être versées sous différentes formes. Ça peut être sous forme de rente viagère, donc littéralement jusqu'à la mort du bénéficiaire, hein, jusqu'à la mort de la personne qui reçoit ses rentes. Ça peut être aussi sinon sous forme de capital en one shot au moment du divorce. Ou ça peut être sous forme de bien, par exemple. Le juge qui juge le divorce estime que madame doit 400 000 balles à monsieur pour compenser sa perte de niveau de vie. Et bien si elle a un appartement qui vaut 400 000 balles, elle va pouvoir lui donner 400 000 balles, enfin l'appartement quoi. Bref, c'est un peu lunaire, ouais je sais, mais bon. Ensuite, deuxième chose à prendre en compte, c'est l'attribution du logement familial. L'attribution du logement familial, donc si divorce il y a, comme on l'a vu au tout début, hein, ça fait partie du régime primaire impératif. C'est la protection du logement familial, c'est un des effets pécuniaires du régime primaire impératif. Donc s'il y a divorce, l'attribution du logement familial ne se fait pas forcément au propriétaire. Donc en gros, monsieur est marié à madame, monsieur achète la résidence principale, c'est son bien propre, il est marié sous le régime de la séparation, c'est son bien propre, c'est à lui. Ils vivent tous, ils ont des enfants, etc. Ils vivent tous dans l'appartement. Si monsieur et madame divorcent et que monsieur décide d'aller vivre dans un appartement un peu miteux ou quoi, parce qu'il n'a pas l'argent ou j'en sais rien,
s'il va vivre dans un petit appartement où il y a une seule chambre alors qu'il y a 2 enfants, etc., eh bien, le logement familial va être attribué à madame. Ça veut dire que monsieur n'est plus propriétaire de ce logement-là, et c'est madame qui va vivre dedans avec les enfants, et madame va conserver la garde des enfants, parce que ce logement familial et l'attribution de ce logement familial doit favoriser le maintien de la famille dans les lieux. Donc si c'est pas bon pour les enfants et c'est pas bon pour la famille d'aller vivre dans un plus petit appartement avec monsieur, eh bien, quand bien même l'appartement initial était à monsieur, c'est madame qui va vivre dedans, c'est madame qui va continuer de vivre dedans, et va continuer de vivre dedans avec les enfants. Bref, c'est bien plus complexe que ça, mais c'est juste des notions que je voulais mettre parce que c'est quand même assez intéressant et c'est quand même important de savoir ce genre de truc, je pense, avant de se marier. Voilà, je dis ça, je dis rien. Dernière partie, les gars, tenez bon, c'est bientôt fini. On va rentrer maintenant en détail dans la transmission. Parce qu'on l'a vu juste avant, en fait, ça va être la continuité de ce qu'on vient de voir. C'est pas du tout autre chose complètement différente. Ici, c'est juste qu'on avait pris en compte juste le fait de monsieur, madame et un enfant à la limite, et comment ça se passait au niveau de la succession et de la transmission. Bon, et bien maintenant, on va voir s'il y a des enfants, s'il y a des parents encore en vie, s'il y a des enfants qui sont décédés et qu'il y a des petits-enfants. Enfin, voilà. Comment ça se passe dans une vie un peu plus normale et de famille un peu plus normale, avec plusieurs personnes et pas uniquement monsieur, madame, l'enfant, mais avec monsieur, madame, les parents, les enfants, la sœur, le frère, etc. Comment ça se passe, où le patrimoine va aller, quels droits vont devoir être payés, etc. Donc la transmission, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut décider de l'organiser ou non. Alors, certes, déjà, elle va être un peu organisée par le contrat de mariage qu'on a choisi, mais en plus de ça, on peut décider de l'organiser, notamment via un testament, via des donations qu'on aurait envisagées, via une assurance vie aussi. On sait que l'assurance vie ne rentre pas dans l'actif successoral, c'est hors succession. Donc voilà, on peut décider d'organiser cette transmission, et on peut aussi décider de ne rien faire. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce qu'on va appeler la dévolution légale. C'est tout simplement s'il n'y a pas de testament, s'il n'y a pas d'assurance vie, en gros, si aucune mesure n'est prise, en l'état actuel des choses, on a, j'en sais rien, un accident, on meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va avoir le patrimoine qui va être réparti à nos différents héritiers, et ces héritiers vont être classés et classifiés par ordre. Et donc c'est forcément un ordre de priorité, hein. En priorité, on va donner au premier ordre, ensuite au second, ensuite au troisième et enfin au quatrième. Donc le premier ordre, c'est tout simplement les descendants. Les descendants, donc c'est les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. C'est tout ce qu'il y a en dessous de nous. Le second ordre, le deuxième ordre, c'est les ascendants privilégiés ou les collatéraux privilégiés. Donc les ascendants privilégiés, donc ascendant c'est ce qu'il y a au-dessus de nous, privilégiés parce qu'on va considérer les degrés qui vont venir se pluguer aux ordres. Les degrés, c'est donc le premier degré, ça va être donc les parents. Donc c'est ce qu'on va appeler les ascendants privilégiés, ça va être les parents. Et ce qu'on va appeler les collatéraux privilégiés. Donc les collatéraux, c'est tout ce qui est sur le côté, on va dire, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, etc. Mais ici, on va prendre en compte uniquement les collatéraux privilégiés et donc les collatéraux du premier degré, qui sont au final les frères et sœurs. Donc ça, c'est le deuxième ordre. Troisième ordre, ça va être les ascendants ordinaires, donc les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Et quatrième ordre, ça va être les collatéraux ordinaires, donc les oncles, les tantes, les grandes-oncles, les grandes-tantes, etc. Donc, comment ça se passe concrètement? En gros, notre patrimoine, il va être transmis, on va regarder d'abord le premier ordre, est-ce qu'on a des descendants? Si on a des descendants, il va être transmis entièrement aux descendants et ça va être dispatché entre les descendants. Si on n'a pas de premier ordre, si on n'a pas de descendants, on va regarder le second ordre. On va regarder est-ce qu'on a des ascendants privilégiés ou est-ce qu'on a des collatéraux privilégiés. Et dans ce cas-là, on va le voir encore une fois, ça va être réparti entre ces différentes personnes. Si on n'a aucun descendant, aucun ascendant privilégié et aucun collatéraux privilégié, on va passer au troisième ordre. On va regarder si on a des grands-parents, des ascendants ordinaires. Et si on n'a pas de grands-parents, on va dernièrement et en tout dernier regarder est-ce qu'on a des collatéraux ordinaires, donc des oncles, des tantes, etc. C'est dans ce sens-là et dans cet ordre-là bien précis que se fait la transmission en France. Il y a deux petites notions intéressantes et subtiles à prendre en compte. La première, c'est la représentation. En fait, la représentation, ça permet tout simplement à un héritier de prendre la place d'un héritier plus rapproché, mais si ce dernier est décédé ou renonçant. Donc, typiquement, et je vous ai pris l'exemple ici, monsieur il est veuf, sa femme est décédée, donc monsieur a deux enfants, enfant 1 et enfant 2, et l'enfant 1 de monsieur a également un enfant, et donc c'est le petit-fils de monsieur. Monsieur décède, l'enfant 1 est prédécédé, donc il est également décédé, et bien en fait, le petit enfant va pouvoir agir en représentation, il va pouvoir bénéficier du même montant de biens transmis que son père, que son parent, donc l'enfant 1 aurait pu bénéficier si ce dernier n'était pas décédé. Donc typiquement,
comment ça se passe? Monsieur a 100% de son patrimoine, eh bien il y a la moitié qui va être transmise à l'enfant 2 et l'autre moitié qui va être transmise au petit enfant. Donc il y a un demi, un demi. Ça c'est le premier cas où la représentation peut avoir lieu. Et le second cas, c'est pour les collatéraux privilégiés et leurs enfants. Donc là on va le voir, monsieur n'a pas d'enfant. Monsieur a une sœur et cette sœur a une fille. Donc monsieur a une nièce. La sœur de monsieur décède. Monsieur décède. Eh bien, le patrimoine de monsieur ne va pas aller à sa sœur, puisqu'elle n'est pas là, mais sa nièce va pouvoir agir en représentation de sa mère, donc en représentation de la sœur de monsieur, pour bénéficier de la totalité du patrimoine qui aurait dû être transmis à la sœur de monsieur, qui au final va être transmis donc à la nièce. Et le deuxième principe assez intéressant, c'est le principe de fente successorale. Donc en fait, la fente successorale, c'est le fait de dire qu'en l'absence de premier ordre, donc en l'absence d'enfants, de descendants, de petits-enfants, etc., la fente successorale, donc ce principe-là, vient devancer la règle des ordres et non pas des degrés. J'ai fait une petite faute là ici, mais donc va venir devancer en fait simplement la règle qu'on avait vue ici, la règle des ordres. Monsieur a un père et une mère, il a encore ses grands-parents maternels, monsieur décède. Eh bien, si on respecte uniquement la règle de l'ordre qu'on avait vu juste avant, on se dit, ok, monsieur, il n'a pas de descendants, certes, mais il a des ascendants privilégiés puisqu'il a encore son père. Sa mère est certes décédée, pardon, mais il a son père. Donc on se dirait, ok, il y a 100% du patrimoine qui va à son père. Mais en fait, en droit français, on prend en compte donc la fente successorale pour égaliser en gros les deux côtés de notre filiation, donc la filiation maternelle et paternelle. On va faire ce qu'on appelle une fente entre les deux et on va ensuite calculer une mini-succession dans chacune des fentes, dans chacun des côtés. Donc en fait, ici, on va avoir au final la moitié qui va être transmise du côté paternel et la moitié qui va être transmise du côté maternel. Et donc cette moitié-là du côté maternel va être séparée entre les deux grands-parents qui sont encore en vie. Et donc il y aura un quart, un quart. Et si par exemple la grand-mère maternelle était décédée, eh bien il y aurait un demi ici et un demi ici. Donc maintenant on va voir quelques petits cas pratiques, notamment quand on est marié, qu'on a un enfant commun, mais qu'on a aussi qu'un des deux époux a un enfant d'un premier lit. Comment ça se passe? Donc, ce qu'on appelle un enfant d'un premier lit, c'est tout simplement madame a eu un enfant avec quelqu'un, elle s'est divorcée, madame se remarie avec monsieur, ils ont un enfant commun, madame a un enfant d'un premier lit, donc un enfant qui date d'une précédente union, et monsieur et madame ont un enfant commun. Et bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, et bien si monsieur décède, il n'y a rien qui change, parce que c'est pas monsieur qui a un enfant d'un premier lit, donc en fait, la succession va se passer exactement de la même manière qu'on l'a vu dans les cas juste avant, dans les cas ici, là, quand je vous montrais tous les petits calculs en fonction des biens communs, etc. Donc en fonction du contrat de mariage, madame va pouvoir choisir un quart PP ou 100% usu, et l'enfant commun va recevoir le reste, donc soit 3 quarts PP, soit 100% de la nue propriété, comme on l'a vu juste avant. Maintenant, si madame décède, eh bien, madame a deux enfants, elle n'a pas qu'un enfant. Monsieur, là, il avait qu'un enfant, il avait que l'enfant commun avec madame. Mais madame, là, elle a l'enfant commun avec monsieur, mais elle a aussi cet enfant d'un premier lit. Donc comment la succession va se passer? Eh bien, en fait, dans ce cas-là, monsieur ne va pas pouvoir choisir 100% en usufruit. En fait, si madame décède, monsieur va devoir choisir uniquement un quart en pleine propriété. Il ne pourra pas choisir l'usufruit pour la simple et bonne raison que madame a deux enfants. Donc à qui on va donner l'usufruit finalement? Donc ça n'aurait pas vraiment sens de se dire que monsieur va donner de l'usufruit à l'enfant d'un premier lit qui n'est pas le sien. S'il faut, cet enfant-là, il n'aime pas du tout, enfin on n'en sait rien, ça dépend des histoires familiales, mais monsieur ici ne peut pas choisir 100% usufruit, c'est la loi qui est comme ça. Il doit obligatoirement choisir un quart en pleine propriété. Et donc le patrimoine de madame, l'actif successoral de madame, va être réparti à un quart pour la pleine propriété dans monsieur et 3 huitièmes, donc le reste en fait, 3 huitièmes c'est tout simplement 3 quarts divisé par 2. Donc 3 huitièmes en pleine propriété pour l'enfant commun et 3 huitièmes en pleine propriété pour l'enfant d'un premier lit. Donc en fait, on voit ici que personne n'est lésé, que l'enfant du premier lit et l'enfant commun ont exactement autant, tout simplement parce qu'ils ont la même mère, donc il faut bien qu'ils se partagent le patrimoine. Et monsieur ici a un quart en pleine propriété, comme il aurait eu dans le cas où madame n'aurait pas eu d'enfant de premier lit, mais juste ici ne peut pas choisir 100% d'usufruit. Ensuite, deuxième petite notion que je vais aborder avec un nouveau cas pratique, c'est le cas où on décède alors qu'on n'a pas d'enfant, mais qu'on a encore nos parents. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Donc typiquement, c'est ce qui arrive malheureusement souvent dans les accidents de voiture ou autres, enfin les accidents de toutes sortes d'ailleurs. On va voir comment ça se passe et on va voir ce qu'on appelle la réserve des parents. En fait, imaginons monsieur et madame sont mariés, monsieur décède, monsieur a encore son père et sa mère. Bah, on aurait pu se dire que madame va hériter de 100% du patrimoine de monsieur. Enfin, on aurait pu penser ça. Mais en fait, non. Les parents ont ce qu'on appelle une réserve héréditaire, entre guillemets. Ils ont une réserve de un quart chacun. Donc, un quart va aller pour le père, un quart va aller pour la mère, et la moitié, donc le solde, va aller pour madame.
enfin pour son épouse. Il faut bien faire attention, hein, c'est pas qu'il y a la moitié qui est réservée pour les parents et la moitié pour madame, c'est juste qu'il y a un quart par parent. Donc typiquement, le cas où monsieur a perdu sa mère, enfin que monsieur n'a que son père parce qu'il a perdu sa mère, eh bien il y aura un quart pour son père et trois quarts pour madame. Voilà, ce qu'on appelle la réserve des parents. En gros, les parents ont une réserve de un quart s'il n'y a pas de descendants, s'il n'y a pas d'enfants. S'il y avait eu des enfants, encore une fois, c'est la règle des ordres qui se serait appliquée. Et donc, comme on l'a vu, s'il y a des descendants, c'est les enfants qui récupèrent, qui ont la transmission. Donc ça, c'était pour la dévolution légale, donc le cas où on n'organise pas notre transmission. C'est le cas où voilà, on décède aujourd'hui, on n'a pas préparé de testament, on n'a pas préparé d'assurance vie, on n'a pas préparé de donation, enfin voilà, on est juste marié ou non d'ailleurs, hein, et c'est comme ça que ça va se passer. C'est suivant cette règle des ordres avec ces petites notions qu'on a vues juste à l'instant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on organise la transmission? Déjà, comment on va pouvoir l'organiser et quelles implications patrimoniales ça va avoir? C'est la dernière partie du cours, restez accrochés, il reste 5 minutes, j'essaie de boucler vite, la vidéo va être beaucoup plus longue que prévu. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner le maximum de valeur, franchement, je peux pas faire mieux, franchement je peux pas faire mieux. J'essaie d'être le plus clair possible aussi, dites-moi si vous arrivez à tout comprendre, si j'arrive à être assez clair. J'essaie de m'améliorer, hein, c'est seulement la deuxième vidéo que je fais comme ça. Mais bon, c'est le début d'une longue série, donc je préfère m'améliorer et essayer de faire au mieux et du mieux possible. Donc, transmission organisée. On peut l'organiser, comme je vous ai dit, via un testament, via des donations ou via une assurance vie. Ce qu'on va regarder surtout, hein, c'est le testament. C'est souvent ce qui est le plus préconisé. L'assurance vie également, mais je veux dire, le testament, on va vraiment pouvoir faire du sur-mesure et ça va être différent. Alors, ici, il y a une notion très importante parce qu'on se dit, ok, je vais pouvoir organiser la transmission exactement comme je le veux. Donc, en gros, si j'ai des enfants et que je les aime pas, je vais pouvoir déshériter mes enfants. Non, on l'a vu et ça a fait d'ailleurs plusieurs scandales avec l'affaire de Johnny Hallyday. Quand il est décédé, il y avait la question de est-ce qu'il avait pu déshériter ses enfants ou non, quels enfants avaient été lésés, etc. Tout ça, c'est régi par le principe de réserve héréditaire. Alors, à ne pas confondre avec la réserve dont je viens de parler des parents, même si on va voir que ça y ressemble au final, mais là, on parle bien de la réserve héréditaire, donc de la réserve pour nos enfants. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réserve héréditaire, c'est la partie du patrimoine qu'on va être obligé de donner à nos enfants. Donc on ne pourra jamais déshériter à 100% de nos enfants, on pourra les déshériter uniquement à hauteur en fait, de la quotité disponible, et on va voir ce que c'est tout simplement le complément de la réserve héréditaire. Donc cette réserve héréditaire, elle varie en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Si j'ai un enfant, il y a au minimum la moitié de mon patrimoine qui va devoir être transmis à mon enfant. Si j'ai deux enfants, il y a au minimum les 2 tiers de mon patrimoine qui vont devoir être transmis à mes deux enfants. Donc après, la répartition, on pourra le faire un peu comme on le veut, mais en gros, il y aura que minimum 2 tiers qui va devoir être transmis à nos enfants. Donc on aura maximum 33% du patrimoine qu'on pourra transmettre à un pote à nous, à, j'en sais rien, notre copine, notre amante, enfin peu importe, bref. Et si on a 3 enfants ou plus, et à partir de 3, le barème ne change plus, donc 3, 4, 5, etc., c'est pareil, eh bien il y a 3 quarts de notre patrimoine qui devra être transmis à nos enfants et qui ne pourra pas être transmis à quelqu'un d'autre. Donc vous l'avez compris, hein, le penchant de cette réserve héréditaire, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Et en fait, c'est ce qu'on va pouvoir transmettre à d'autres personnes. Donc typiquement, quand on a un enfant, bah, c'est le complémentaire. Hein. On a un demi la moitié qu'on doit transmettre à notre enfant, et bah, on a la moitié qu'on peut transmettre à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors c'est très important de respecter cette réserve héréditaire et cette quotité disponible, parce que sinon, il y a des actions en réduction et des actions en retranchement qui vont être possibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est tout simplement l'histoire de se dire, ok, bah, s'il y a quelqu'un qui se sent lésé suite à la transmission, si par exemple un des enfants se sent lésé, il va pouvoir faire ce qu'on appelle une action en réduction ou une action en retranchement, et pour contester entre guillemets la transmission qui a été opérée et qui a été organisée par le parent. Et c'est, il me semble d'ailleurs, ce qui a eu lieu dans le cas de Johnny, c'est qu'il y a eu des actions en réduction qui ont été opérées de la part de certains des enfants qui se sont sentis lésés suite à cette transmission. Il y a une prescription de 5 ans sur cette action, donc c'est un peu plus complexe, mais en gros, on a jusqu'à 5 ans au moment du décès, à partir du moment du décès, pour intenter ce genre d'action. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien respecter le truc. Et typiquement, c'est ce qui va surtout se passer sur les enfants du premier lit. En fait, on reprend le cas d'avant, si madame décède avec un enfant d'un premier lit et un enfant commun, mais que madame, cette fois-ci, a rédigé un testament en disant par exemple que la totalité va à monsieur et à son enfant commun, eh bien c'est ce qu'on appelle déshériter son enfant, donc elle n'a pas respecté la réserve héréditaire de son enfant, et donc l'enfant du premier lit va pouvoir intenter une action en retranchement pour contester cette transmission-là et cette succession-là, et il va pouvoir, in fine, si le juge tranche en sa faveur, il va pouvoir piocher dans le patrimoine qui a été transmis
à l'enfant commun et à monsieur pour rééquilibrer les patrimoines et atteindre sa réserve héréditaire. Alors, petite chose aussi qui est intéressante à noter, c'est que depuis le 26 juin 2006, il y a une loi qui est passée qui a mis en place le principe de renonciation anticipée à l'action en réduction. En gros, le principe est très simple, c'est dans ce cas de figure par exemple, les 4 personnes vont se mettre autour d'une table en gros et ils vont se mettre d'accord sur qui va avoir quoi. Donc en fait, ils vont dire, ok, l'enfant du premier lit il va se dire, ok, bah moi, tant pis si j'ai pas ma réserve héréditaire, c'est pas grave, je peux comprendre que maman, t'as envie de transmettre à ton nouveau mari et ton enfant commun. Moi, c'est pas grave, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec le fait que tu vas pas me donner de biens, par exemple. Donc, je signe et tout le monde signe, tout le monde est co-signataire de ce contrat et tout le monde dit, en gros, voilà, la personne dit, je renonce à intenter une action en réduction avec cette transmission-là qui sera opérée. Donc typiquement, l'enfant du premier lit ici pourrait ne pas avoir sa réserve héréditaire, mais ne pas faire d'action en retranchement parce qu'il aura été d'accord et que tout le monde aura signé le contrat. Donc ça, c'est pour tout ce qui est réserve héréditaire, quotité disponible, etc. Maintenant, ce qu'on voit souvent, nous, en gestion de patrimoine, c'est aussi des problématiques de protection du conjoint. Donc typiquement, dans ce cas-là, on va pouvoir procéder à une donation en dernier vivant, ce qu'on appelle une DDV. Donc cette donation d'un vivant va pouvoir permettre d'augmenter les droits du conjoint survivant au moment du décès de l'autre. Donc typiquement, ça va surtout servir quand il y a un enfant d'un premier lit, et je vais reprendre exactement le même cas que je reprenais ici. En fait, dans le cadre d'un enfant d'un premier lit, je vous avais dit tout à l'heure, donc si madame décède par exemple, il y a un enfant d'un premier lit, monsieur normalement aurait eu droit, et je vous l'avais mis ici, aurait eu droit qu'à un quart en PP. Il n'aurait pas pu choisir plus ou 100% usu, ou voilà. Il aurait juste eu un quart en pleine propriété du patrimoine, ce qui peut paraître peu pour certains. Et donc, si on a envie de protéger davantage ce conjoint survivant et on a envie qu'il ait un peu plus de patrimoine et qu'il détienne un peu plus de patrimoine à l'issue du décès de son conjoint, enfin de sa conjointe ici, eh bien on va pouvoir faire une DDV et il y aura alors 3 choix supplémentaires qui vont être possibles au moment du décès de madame. Premier choix, ça va être 100% usu. On va pouvoir aussi choisir un quart en pleine propriété et 3 quarts en usufruit. Donc en gros, on aurait 100% d'usufruit et un quart de la nue propriété. Et enfin, on pourrait aussi choisir la quotité disponible en pleine propriété. Donc par exemple, si on avait 2 enfants, on pourrait choisir un tiers en pleine propriété et non pas seulement être résigné à choisir un quart en pleine propriété. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Madame a un enfant d'un premier lit et un enfant commun avec monsieur. Madame décède, et eh bien monsieur, sans donation au dernier vivant, il aurait pu choisir uniquement un quart en PP. Et eh bien si madame a fait une donation au dernier vivant, il va avoir 3 choix en plus qui s'offrent à lui. Il va pouvoir choisir non seulement un quart en pleine propriété, mais aussi 100% d'usufruit, ou alors un quart en pleine propriété plus 3 quarts en usufruit, ou alors la quotité disponible en pleine propriété. Donc madame a 2 enfants, donc la quotité disponible, on l'a vu ici, c'est un tiers, donc un tiers en pleine propriété. Donc voilà, vous savez tout sur la transmission, la succession, les contrats de mariage, les PACS, comment ça se passe, les situations matrimoniales et leurs différentes conséquences patrimoniales. La vidéo est bien plus longue que prévu. Vraiment, c'est une grosse masterclass que je vous ai fait, donc je suis vraiment content. J'espère que j'ai été assez clair et j'ai bien expliqué toutes ces notions un peu complexes et un peu subtiles qu'il y a par moment. J'ai essayé encore une fois d'être détaillé, mais pas trop non plus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos recommandations d'autres sujets que je pourrais aborder sous ce même format, sous ce format de Value Assets que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. J'ai eu énormément de retours positifs sur le premier épisode. N'hésitez pas aussi voilà, à me donner beaucoup de force en commentaire, en me disant si ça vous a plu, en likant cette vidéo, en la partageant à vos amis ou aux personnes qui seraient intéressées par ces notions-là que j'ai abordées aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est des notions qui peuvent concerner vraiment tout le monde, même si je sais bien ça intéresse pas tout le monde, mais ça devrait en tout cas intéresser tout le monde, parce que ça touche tout un chacun au final, hein. On est tous malheureusement exposés à des contrats de mariage un jour, à une succession un jour, à une transmission, etc. etc. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous dis à la prochaine, donnez-moi toutes vos recommandations en commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram surtout, je réponds à tout le monde en message privé. Donc voilà, venez me follow, je vous dis à la prochaine, ciao.